Chapitre 1. Le dernier sourire. C'était l'une de ces soirées d'octobre où la campagne anglaise, baignée d'une lumière ambrée, semble pousser un soupir mélancolique avant de sombrer dans le long sommeil gris de l'hiver. Les feuilles du domaine de Beaumont luisaient d'une lueur mourante, ocre, roux et rouge sang, et le lac, en contrebas de la terrasse, reflétait l'or déclinant du ciel. Lady Evelyne Beaumont avait choisi, de manière tout à fait délibérée, de mourir en beauté. Du moins, c'est ce qu'il semblait. On la trouva à 7h30 du soir, assise avec grâce à sa coiffeuse, son reflet figé à jamais en plein sourire. Le fard à joues était délicatement appliqué. Les perles à son cou brillaient encore, et son parfum, des violettes et une légère amertume, flottaient dans l'air comme un fantôme refusant de s'envoler. Mais la mort n'avait rien de gracieux. Pas lorsque la cause était un verre de champagne empoisonné. Beaumont Hall était le genre de maison qui ne pouvait échapper à son histoire. Construite à la fin du XVIIIe siècle, elle avait connu la richesse, le scandale et les rumeurs de ruine. Son propriétaire actuel, Sir Reginald Beaumont, c'était un homme de charme sans fortune et de fortune sans caractère, un Anglais qui avait hérité de tout sauf de la fiabilité. Lady Evelyne, son épouse, était tout le contraire. Belle, intelligente et dotée d'un esprit plus mordant que la plupart des hommes ne pouvaient le supporter, elle était à la fois enviée et crainte dans la société londonienne. Ses salons de Mayfair étaient légendaires, des lieux où les ragots valaient leur pesant d'or et où les secrets s'achetaient et se vendaient autour de caviar et de champagne. Mais tout cela était désormais derrière elle. Dans son boudoir privé de Beaumont Hall, sous le regard d'un chérubin peint, elle avait pris sa dernière gorgée et souri une dernière fois. Ce soir-là, Beaumont Hall affichait complet. Un dîner organisé pour célébrer le prochain projet commercial de Sir Reginald, une mystérieuse opportunité sud-américaine, comme il l'appelait, avait réuni une compagnie éclectique et plutôt explosive. Il y avait mademoiselle Clara Stanton, la jeune dame de compagnie de Lady Beaumont, trop belle, trop discrète et trop observatrice pour être rassurante. Major Henry Lytton, récemment rentré d'Inde, avec des histoires de tigres, de thé et de dettes. Madame Delacroix, un portraitiste de renom, qui avait jadis peint Lady Beaumont, et, selon la rumeur, son mari également, bien qu'un seul portrait ait été achevé. Monsieur Edward Gresham, le partenaire commercial de Sir Reginald, un homme à la voix aussi grasse que ses cheveux, et à l'ambition qui transparaissait dans chacun de ses mots. Et enfin, Dr Julian Harper, le médecin du coin, charmant, discret et un peu trop familier avec la maisonnée. 6 invités, un cadavre, et un mystère qui ne tarderait pas à attirer l'attention d'Hercule Poirot. C'était mademoiselle Clara Stanton. C'est elle qui l'a trouvé. Elle était montée chercher le châle de Lady Beaumont. Cette dernière s'était plainte du froid plus tôt dans la soirée et avait remarqué la porte entr'ouverte. À l'intérieur, les lampes diffusaient une douce lumière, et le reflet de Lady Beaumont dans le miroir l'accueillit, souriant comme surprise d'une plaisanterie privée. « Milady » murmura Clara, pas de réponse. Seul le doux tic-tac de l'horloge française. Puis elle aperçut le verre, la coupe de champagne à moitié vide posée sur le rebord de la coiffeuse, et la fine mousse qui perlait à son bord. Elle toucha la main de Lady Beaumont. Elle était froide, son cri a fait accourir toute la maison. En quelques minutes, la confusion régnait dans la maison. Sir Reginald, pâle et tremblant, exigea des explications. Le docteur Harper prit les choses en main, d'une voix sèche et clinique, bien que ses mains tremblassent légèrement tandis qu'il examinait le corps. Madame Delacroix se signa de façon théâtrale, marmonnant quelque chose à propos de destin. Le major Lytton se versa un verre bien corsé et marmonna des choses sur les femmes et le mélodrame. « Elle a l'air paisible, » murmura Clara. « Paisible » cracha Sir Reginald. « Elle a été assassinée !» Le mot tomba comme une pierre dans le silence. C'était inspecteur Gravesdes, agent de police locaux, qui ont téléphoné à Hercule Poirot le lendemain matin. Un Belge, n'est-ce pas? Un petit bonhomme, moustache cirée, qui parle de psychologie et de cellules grises. Graves avait rencontré Poirot une fois, l'affaire de la veuve d'Émeraudet, tout en restant sceptique à l'égard des méthodes étrangères, il avait fini par développer un respect, certes réticent, pour ses résultats. Lady Beaumont, expliqua-t-il au téléphone, était une femme influente. Le médecin légiste n'est pas convaincu par la thèse du suicide, et moi non plus. Le champagne était empoisonné au cyanure. Nous avons des raisons de soupçonner un acte criminel. 2 heures plus tard, une voiture noire s'arrêta devant Beaumont Hall, ses garnitures en laiton étincelant comme un gage de précision.
Un homme de petite taille en descendit, impeccablement vêtu d'un costume gris et coiffé d'un chapeau melon parfaitement ajusté. « Monsieur Poirot », annonça l'inspecteur Graves en l'accueillant à la porte. Poirot s'inclina légèrement. « C'est bien moi. Et je vois déjà, inspecteur, que cette maison, comment dire, respire la tragédie. » Il jeta un coup d'œil vers le grand escalier, les rampes polies, les portraits d'ancêtres au visage renfrogné dans leur cadre. « Oui, murmura-t-il, c'est ici le désordre moral, et là où règne le désordre, il y a aussi du crime. » Les yeux de Poirot, petits et brillants comme des perles noires, captaient en chaque détail la femme de chambre nerveuse qui se tordait les mains, la légère odeur de champagne qui flottait encore dans l'air, le mouchoir froissé sur le sol près de la coiffeuse. « Elle a souri, m'a-t-on dit Poirot d'une voix douce. « Même morte, elle a souri. »« Bien, c'est par là, inspecteur, que nous allons commencer, car une femme ne sourit pas lorsqu'elle se donne la mort, à moins qu'elle ne veuille faire passer un message. » Il se tourna vers le miroir, étudiant une dernière fois le reflet de Lady Beaumont. « Elle est là, murmura-t-il. La vérité cachée derrière ce dernier sourire, et c'est sur ce point qu'Hercule Poirot commença son enquête. Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. Le lendemain matin, le ciel était froid et gris, une fine brume enveloppant les pelouses de Beaumont Hall comme la rémanence d'un rêve qu'on aurait voulu oublier. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue, la vaisselle tintait trop fort, les pas résonnaient trop fort, et chacun parlait avec la politesse forcée de ceux qui s'efforcent de paraître normaux dans l'ombre de la mort. Hercule Poirot entra dans la salle à manger avec l'inspecteur Graves, sa silhouette élégante contrastant fortement avec le désordre ambiant. La table était mise, mais peu de convives avaient encore touché à leur assiette. Sir Reginald se tenait près de la cheminée, le visage tiré et blafard, une main serrant un verre de cognac alors qu'il était à peine 10 heures. Madame Delacroix était assise près de la fenêtre, dessinant distraitement sur un bout de papier, son regard fuyant entre deux traits. Le commandant Lytton, affalé dans son fauteuil, les bras croisés, dissimulait une moue renfrognée derrière sa moustache. Clara Stanton, pâle et délicate, remuait son thé sans y toucher, tandis que le docteur Harper, assis légèrement à l'écart, fixait le feu. Poirot les observa en silence avant de parler. « Messieurs et mesdames, commença-t-il d'une voix précise et apaisante, je vous remercie de votre patience. Je comprends que cela ait été, comment dire, un choc terrible. Mais je dois maintenant vous demander l'honnêteté de dire la vérité. Car la mort de Lady Beaumont, ce n'est pas un accident, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus un suicide. Sir Reginald expira bruyamment. Vous croyez donc comme moi qu'elle a été assassinée? Poirot inclina la tête. En effet, le cyanure n'est pas une arme que l'on utilise par désespoir. C'est un acte théâtral, cruel, délibéré. Il exige une préparation. Une telle mort témoigne de haine ou de peur. Madame Delacroix laissa échapper un petit cri. La peur, monsieur Poirot? Vous voulez dire que quelqu'un craignait peut-être qu'elle ne révèle quelque chose? La moustache de Poirot tressaillit. Peut-être. Ou peut-être que Lady Beaumont elle-même souriait parce qu'elle savait quelque chose qui effrayait une autre personne. Le silence se fit dans la pièce. Poirot jeta un coup d'œil à l'inspecteur. « Vous me pardonnerez, Graves, si je procède à ma façon. Je souhaite parler à chacun de nos amis, un par un. L'ordre, je pense, pourrait avoir son importance. » Graves hocha la tête d'un air bourru. « Comme vous voudrez, monsieur Poirot. » Le premier choix de Poirot était Clara Stanton. Clara était assise en face de lui dans le petit bureau attenant au couloir. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, caressant doucement ses mains tremblantes qu'elle serrait sur ses genoux. Elle paraissait jeune, trop jeune pour être prise au piège d'une telle machination. « Vous étiez son compagnon, » commença Poirot. « Vous la connaissiez mieux que quiconque, peut-être ?» Clara hocha légèrement la tête. « Je m'occupais de sa correspondance, de ses robes, et je l'accompagnais à Londres. Lady Beaumont était parfois difficile, mais aimable quand elle le voulait. Elle aimait être entourée de gens, même si elle ne faisait confiance à personne. »« Ah !» murmura Poirot, « un cœur à la fois solitaire et fier. De tels cœurs se font souvent des ennemis. Dites-moi, mademoiselle, avait-elle peur de quelqu'un ?» Elle hésita. Non pas de la peur, de la méfiance peut-être. Les affaires de Sir Reginald l'inquiétaient. Elle disait souvent que l'argent révélait le pire chez les hommes. Se sont-ils disputés? Clara leva brusquement les yeux, les joues rouges. Souvent. Mais elle n'élevait jamais la voix. Elle se contentait de sourire à sa manière, comme si elle le plaignait de ne pas être assez malin pour la tromper. Poirot l'observa attentivement. « Et hier soir,
Elle semblait étrangement calme. Elle était montée tôt pour se préparer pour le dîner, et quand je suis arrivé plus tard, elle était radieuse, presque comme si elle avait pris une décision. Poirot inclina la tête. Décidée? Oui. Elle m'a dit, Clara, parfois il vaut mieux laisser la vérité suivre son cours. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Poirot hocha lentement la tête, classant la remarque dans l'ordre complexe de son esprit. Merci, mademoiselle. Cela suffira pour le moment. Ensuite vint Major Henry Little entra d'un pas vif, le claquement de ses talons sur le parquet. Sa posture était raide, militaire, mais son regard balayait la pièce comme celui d'un homme cherchant une sortie. Major, dit Poirot d'un ton doux, vous étiez un ami de Sir Reginald? De vieux camarades de classe, répondit l'homme d'un ton bourru. On a bien joué aux cartes et bu du vin ensemble. Un type bien, Reginald, même s'il était un peu trop friand de bourse. Et sa femme? Les sourcils du major se froncèrent. Hein? Eh bien, Evelyne était une femme charmante, trop charmante peut-être. Je n'ai jamais vraiment su ce qui lui passait par la tête. Poirot esquissa un sourire. Vous avez dîné ensemble hier soir. Vous vous souvenez de ce qui a été dit? Rien de bien important à raconter. Beaumont s'est vanté d'un nouvel investissement, Gresham a fanfaronné comme à son habitude, et Madame de la Croix a flirté avec les cuillères à soupe. Un dîner de campagne typique, en somme. Le regard de Poirot s'aiguisa, et Lady Beaumont. Elle était silencieuse. Elle observait, comme un chat qui a entendu un bruit dans le noir. Le commandant se pencha en avant, baissant la voix. Entre nous, Poirot, elle n'était pas du genre à se suicider. Elle était trop fière, trop vaniteuse. Si quelqu'un l'a tuée, c'était pour de l'argent, ou pire. Pire? Demanda Poirot à voix basse. L'amour, murmura le major en se levant brusquement. Il y a toujours une femme, un homme et quelque chose de pourri entre eux. Poirot inclina gravement la tête. En effet, mon capitaine, vous avez l'instinct d'un philosophe. Madame de la Croix-elle arriva ensuite, enveloppée dans un châle violet, les yeux brillants d'une tristesse feinte. Elle s'assit délicatement, croisant les jambes, avec l'élégance d'une femme consciente d'être constamment observée. « Mon Dieu, monsieur Poirot, c'est terrible !» soupira-t-elle. Evelyne, elle était... comment dire, une muse. Je l'ai peinte il y a des années, ce sourire, toujours plein de secrets. Et maintenant, la voir morte. Vous étiez proche? Demanda Poirot. Nous étions confidentes, dit Madame de la Croix, bien que Poirot remarquât ses doigts qui caressaient le bord de son châle. Mais elle était aussi ma rivale. Les hommes, ils l'admiraient. Même mes propres protecteurs parlèrent de son charme. Dites-moi, demanda Poirot d'une voix douce, vous avez dîné avec elle hier soir? Oui, elle était, comment dire, enjouée, mais je sentais quelque chose sous ses rires. Quand elle a levé son verre, elle a dit, à la vérité, chers amis, puisse-t-elle ne jamais arriver trop tard? C'était étrange. Nous avons tous ri, mais elle souriait comme si elle le savait déjà. Le regard de Poirot s'attarda sur elle. Et avez-vous vu qui a versé le champagne? Madame de la Croix hésita, puis haussa les épaules. Réginald, je pense, ou peut-être le domestique, je n'en suis pas sûr. Merci, madame, dit Poirot en s'inclinant légèrement. Vous avez été éclairante, docteur Harper? Il était calme, trop calme, sa voix était douce, ses gestes maîtrisés. Poirot trouvait un tel calme suspect, c'était le genre de calme que les hommes utilisaient pour masquer leur incertitude. Vous avez examiné son corps? Dit Poirot. Oui, répondit Harper. Il n'y a aucun doute sur le poison, une odeur d'amande typique du cyanure. La mort aurait été rapide, peut-être même une délivrance. Poirot plissa les yeux. Et vous avez été convoqué immédiatement? Par Sir Reginald. J'étais à proximité. Je suis arrivé en quelques minutes. Dites-moi, docteur, dit Poirot d'une voix douce. Étiez-vous friand de Lady Beaumont? Harper leva brusquement les yeux. C'était ma patiente. Poirot sourit. Bien sûr. Lorsque le docteur partit, Poirot resta longtemps debout près de la fenêtre, contemplant le jardin enveloppé de brume. Son reflet dans la vitre paraissait petit, mais imperturbable. Un esprit en éveil sous des eaux, calme. Finalement, Sir Reginald entra. Il avait l'air épuisé, mais il y avait quelque chose sur la défensive dans sa voix. J'imagine que vous avez déjà entendu toutes sortes d'insinuations. J'ai entendu beaucoup de choses, dit Poirot d'un ton calme, mais pas encore la vérité. Reginald laissa échapper un rire forcé. La vérité? Mon cher ami, la vérité est morte avec Evelyne. Non, dit Poirot d'une voix calme, la vérité ne meurt pas. Elle se cache simplement, parfois derrière un sourire.
Sir Reginald le fixa du regard, un muscle de sa mâchoire se contractant. « M'accusez-vous de quelque chose ?»« J'accuse, monsieur ? Jamais. Observez. Et j'ai observé une chose intéressante. Dans cette maison, chacun aimait Lady Beaumont à sa manière. Et pourtant, chacun parlait d'elle comme si elle était un miroir qui reflétait ce qu'il souhaitait voir. Il se tourna vers le feu, d'une voix douce mais posée. Quand une femme sourit en mourant, ce n'est pas par paix mais par connaissance. Elle connaissait son meurtrier. Poirot se retourna vers Reginald. Et bientôt, moi aussi. Chapitre 3. Le premier faux prospect. L'après-midi, la brume s'était épaissie, enveloppant le domaine comme un voile qui dissimule des secrets. Poirot se tenait sur la terrasse, sa silhouette menue se détachant sur l'étendue grise des jardins en contrebas. Il observait les derniers jardiniers emporter les fleurs fanées des rosiers, un geste mélancolique, peut-être symbolique de la demeure elle-même. Derrière lui, les grandes fenêtres de Beaumont Hall ne reflétaient que le brouillard et la faible lueur du feu du salon. À l'intérieur, l'inspecteur Graves arpentait la pièce. « Eh bien, Poirot, dit-il d'un ton bourru, j'ai fait comme d'habitude, j'ai interrogé les domestiques, fouillé les appartements de Lady Beaumont et envoyé le verre au laboratoire. On confirmera sans doute qu'il s'agit de cyanure. Mais le plus étrange, c'est que nous n'arrivons pas à remonter jusqu'à lui. Le champagne a été servi à tout le monde à partir de la même bouteille. » Poirot se retourna, les yeux pétillants d'un léger amusement. « Voyez-vous, mon ami, c'est là toute la beauté de la fausse simplicité. Quand tout paraît égal, c'est que quelqu'un l'a arrangé ainsi. » Graves fronça les sourcils. « Que signifie-t-il » Poirot leva délicatement la main. « Ce qui signifie, mon cher, que ce n'était pas un acte impulsif. C'était de l'art. Empoisonner un seul verre dans une pièce pleine de témoins exige de la finesse. À moins, bien sûr, que ce ne soit la victime elle-même. » Choisit le verre, Gravedion grogna. « Vous insinuez qu'elle l'a versé elle-même » Poirot ne répondit pas directement. Il se contenta de sourire et retourna au salon, où les suspects s'étaient de nouveau réunis sous prétexte d'un interrogatoire de routine. L'atmosphère était chargée de tension et un léger parfum persistait, comme si la présence de Lady Beaumont n'avait pas tout à fait quitté la pièce. « Messieurs et mesdames, commença Poirot d'un ton assuré, je dois vous déranger encore une fois. Je voudrais, s'il vous plaît, reconstituer les événements du dîner d'hier soir. Veuillez reprendre chacun votre place. » Le groupe hésita, mais son autorité tranquille ne laissa aucune place au refus. Sir Reginald se dirigea d'un pas raide vers le bout de la table, le rôle d'hôte lui sied aussi mal que le remords dans sa voix. Madame Delacroix s'installa à sa gauche, s'éventant d'un mouchoir de dentelle. Le major Lytton, affalé en face d'elle, avait le visage impassible. Le docteur Harper et monsieur Gresham prirent place côte à côte, tandis que Clara Stanton, le regard baissé, s'assit près de la chaise vide qui avait jadis appartenu à sa maîtresse. Poirot désigna le siège vide. « Madame Beaumont était ici ?»« Oui, » répondit Clara doucement. « Et le champagne ?»« Servi par le majordome, comme toujours, » répondit Sir Reginald. Chaque verre était rempli de la même quantité. Poirot hocha la tête, les doigts joints en pyramide. « Ah, voyez-vous, ce qui est identique n'est pas identique. Il y a toujours une différence, subtile, imperceptible, peut-être dans l'ordre où l'on verse le vin, ou dans un geste invisible. Dites-moi, qui a proposé le toast ?»« Oui, répondit brièvement Sir Reginald. Vers l'avenir, vers la prospérité. » Elle me sourit et dit, « À la vérité, je m'en souviens parce que ça paraissait, enfin, étrange. » Madame Delacroix frissonna. « Oui, je m'en souviens aussi, c'était comme un défi. » Puis elle leva son verre, murmura Poirot. « Et but la première ?»« Oui, répondit Clara d'une voix faible. Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, le premier à boire, le premier à mourir. » L'inspecteur Graves se pencha en avant. « Donc, Reginald sert les boissons, Lady Beaumont boit la première, ça paraît simple, cela signifie qu'il en avait l'occasion. » Sir Reginald frappa du poing sur la table. « C'est absurde, vous croyez que j'empoisonnerai ma propre femme devant des témoins, pour quelle raison ?» Poirot le regarda avec une indifférence polie. « La raison, monsieur, ne fait jamais défaut. Elle est simplement dissimulée sous l'orgueil. » Le silence régnait. Le regard de Poirot parcourut la pièce, s'attardant un instant sur chaque visage, la culpabilité, la peur, le calme fin. Finalement, Poirot se redressa. « Très bien. Supposons, pour l'instant, que Sir Reginald Beaumont en ait eu l'occasion. Mais l'occasion seule est une bien triste compagne. Mobile. Voilà. C'est ce qui fait sa beauté. Et peut-être, mon cher Graves, la retrouverons-nous dans les lettres. » Il désigna une petite boîte posée sur le buffet. Clara parut surprise. « Ces lettres ?
Vous les avez trouvés? Oui, dans son bureau. J'ai remarqué, mademoiselle Clara, qu'un tiroir portait la légère marque de la poussière récemment déplacée. À l'intérieur, des lettres, beaucoup, attachées par un ruban bleu. Poirot ouvrit la boîte avec cérémonie. Voyons ce qu'a écrit la défunte. La première était un mot à un ami londonien, anodin, sans prétention. La seconde, une réponse laconique à une invitation. Mais la troisième, Poirot haussa un sourcil. Elle n'était pas signée, le papier était de piètre qualité et l'encre était tachée. Retrouve-moi au bord du lac à minuit, sinon tout sera perdu. Ne me déçois plus. Cette date était 3 jours avant son décès. Graves siffla. Voilà qui est intéressant. Poirot tourna délicatement la lettre entre ses doigts sgantés. Remarquez, inspecteur, il n'y a ni formule de salutation, ni nom. Elle aurait pu être écrite par Lady Beaumont ou Asson. Le visage de Sir Reginald était devenu blanc. Vous insinuez qu'elle était victime de chantage? Non, je ne suggère rien, répondit Poirot d'une voix douce. J'envisage simplement l'idée. Madame Delacroix se pencha en avant. Mais enfin, monsieur Poirot, ce billet aurait pu venir de n'importe qui. D'un domestique peut-être. Poirot la regarda. Ah, madame, mais les domestiques n'écrivent pas sur du papier étranger. Celui-ci, il tapota le coin. Il vient d'un hôtel de Genève. Et qui, ici, je me demande, a voyagé à l'étranger si récemment? Un silence. Puis le commandant Lytton reprit avec irritation. Vous parlez de moi, je suppose. Je suis revenu d'Inde, pas de Suisse. Vous pouvez le vérifier. En effet, je le ferai, répondit Poirot d'un ton neutre. Et pourtant, peut-être que l'auteur n'était pas du tout à l'étranger, mais voulait nous le faire croire. Un silence pesant s'installa de nouveau dans la pièce. Poirot remit la lettre dans son étui avec précision. Comme pour sceller une pensée, nous n'allons pas tirer de conclusion hâtive, non. La vérité, c'est que c'est une femme délicate. Elle n'aime pas être pressée. Il se tourna vers Clara. Mademoiselle, Lady Beaumont a-t-elle quitté la maison la veille de sa mort? Clara hésita. Oui, elle est allée se promener au bord du lac après le dîner. Seule, m'a-t-elle dit. Je l'ai attendue dans sa chambre jusqu'à presque minuit. À son retour, elle semblait différente, calme, presque soulagée. Soulagée? Oui, elle m'a dit que tout allait bientôt se terminer. Le regard de Poirot s'est perdu dans le vague. Tout sera fini. Oui, je pense qu'elle connaissait son destin. Graves, en Ablobra, semblait agitée. Si elle savait qu'elle était en danger, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit à quelqu'un? Pourquoi sourire à table comme si de rien n'était? Poirot esquissa un sourire. Car, mon ami, il existe une sorte de fierté qui maintient le silence même lorsque les lèvres tremblent. Lady Beaumont, elle était de cette trempe. Il s'approcha de la cheminée, sa silhouette menue, auréolée par la lueur. Tu vois, Graves, on a déjà les prémices d'une fausse piste. Le mot, le rendez-vous à minuit, tout cela évoque un amant invisible, une idylle secrète au bord du lac. Ah, c'est romantique, oui, mais c'est trop soigné. La vie, mon ami, est rarement aussi conciliante. À ce moment, une servante entra, toute troublée. Excusez-moi, monsieur, dit-elle à Poirot, mais nous venons de trouver ceci dans les buissons près du lac. Elle lui tendit un petit médaillon en or suspendu à une fine chaîne. Poirot l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un portrait miniature de Lady Beaumont, et en face, une mèche de cheveux noirs nouée d'un fil d'argent. La pièce s'anima. Clara eut un hoquet de surprise. Les yeux de madame Delacroix s'écarquillèrent. Poirot l'examina en silence un long moment, puis referma le médaillon d'un clic discret. Alors, murmura-t-il, le fantôme du lac nous laisse son gage. Peut-être est-elle allée là-bas pour le rendre, ou pour le récupérer. La voix de sir Reginald se brisa. Cela lui appartenait il y a des années. Je ne l'avais pas vu depuis une éternité. Le voilà donc revenu à une heure opportune, dit Poirot. Mais soyons prudents. Le lac, la lettre, le médaillon. Ils nous incitent à croire à une histoire trop belle pour être vraie. Et la beauté, mes amis, est la plus grande des trompeuses. Le regard de Poirot passait d'un visage à l'autre, s'attardant brièvement sur chacun, Clara tremblante, Reginald indigné, le médecin silencieux, l'artiste aux mains nerveuses, le soldat au regard méfiant. Il esquissa un sourire. Non, je ne crois pas encore à l'amant du lac, mais quelqu'un veut nous le faire croire, quelqu'un de très malin, tandis que les autres murmuraient. Perplexe, Poirot se tourna vers la fenêtre où la brume s'accrochait à la vitre comme une créature vivante. La fausse piste, se dit-il, c'est comme le premier coup aux échecs. Elle ne dit rien, mais elle cache tout. Il jeta un dernier coup d'œil à la chaise vide en face de lui. Lady Beaumont sourit, car elle savait que la partie avait commencé. Et sur ces mots, les petites
cellules, grises de Poirot, se mirent à danser. Chapitre 4. Le jeu psychologique. Le brouillard s'accrochait à Beaumont Hall comme un secret tenace. Il plongeait le monde dans un silence pesant, étouffant le chant des oiseaux, estompant les contours des allées du temps doré du jardin. Hercule Poirot, cette silhouette menue à l'ordre parfait, se tenait devant le feu de la bibliothèque, les mains jointes dans le dos. Les flammes dansaient contrebenaient contre ses chaussures cirées, comme pour s'incliner devant lui, et son esprit, vif, précis, implacable, avait déjà 2 coups d'avance sur tous les autres. Il était levé depuis l'aube, arpentant la maison à pas feutrés, à l'écoute des murmures des domestiques, du grincement des escaliers, du tintement lointain des verres dans la cuisine. Il ne cherchait ni empreinte, ni trace de pas, c'était le rôle d'autre. Poirot écoutait les gens, les silences, ce qui n'était pas dit. Pour lui, la vérité ne se cachait pas dans les choses, mais dans le désordre de l'âme. Lorsque l'inspecteur Graves entra, l'air harcelé et à moitié figé, Poirot ne se retourna pas. « Tu es troublé, mon ami, dit-il doucement. Les preuves, elles ne se présentent pas clairement, n'est-ce pas ? Graves grogna en se frottant les mains devant le feu. Des preuves, mon œil. On n'a que des énigmes. Cette lettre, ce médaillon, cette histoire absurde de rendez-vous nocturne, et pas une seule piste sérieuse. À mon avis, c'est le mari qui est dans le coup. C'est toujours le mari, soupira Poirot. C'est pratique, et parfois c'est vrai. Mais dites-moi, Sir Reginald vous paraît-il être un homme de précision ? Graves cligna des yeux. Précision ? Je ne comprends pas. Poirot se retourna, les yeux brillants. Empoisonner une femme au cyanure exige du timing, de la maîtrise, du calme. Sir Reginald, il boit, il tremble, il perd son sang-froid. Non, non. Le meurtre, mon cher Graves, est comme la musique, il requiert le tempo juste. Graves laissa échapper un grognement d'exaspération, mais Poirot se contenta de sourire. Patience, nous allons maintenant jouer à ce petit jeu psychologique. Le meurtrier finira par se révéler, non par des aveux, mais par la contradiction. Poirot commença son jeu cet après-midi-là. Il demanda aux invités de se rassembler une dernière fois dans le salon. Nul n'osa refuser. L'atmosphère était tendue, chargée de suspicion. Chaque regard, chaque geste, semblait une mise en scène pour le carnet invisible du petit Belge. Poirot se tenait au centre, tel un chef d'orchestre devant son orchestre. « Nous allons reparler, mes amis. Chacun de vous me posera quelques questions. Vous devez répondre librement, mais sachez que j'écoute moins vos mots que... » Musique derrière eux. Il se tourna d'abord vers Madame Delacroix. « Madame, dit-il aimablement, vous êtes une artiste. Vous comprenez la beauté, la composition, les proportions. Dites-moi, lorsque vous avez contemplé Lady Beaumont morte, qu'avez-vous vu ?» Madame Delacroix hésita, les doigts crispés sur son mouchoir de dentelle. « J'ai vu... de la sérénité, peut-être. Elle semblait en paix. » Poirot hocha lentement la tête. « Et pourtant, madame, le cyanure n'est pas clément. Il déforme les traits, contorsionne le corps. La paix, dites-vous ? Peut-être parce que vous le souhaitiez. Mais dites-moi, vous êtes-vous disputé récemment avec Lady Beaumont ?» Les yeux de l'artiste s'écarquillèrent. Disputé ? Certainement pas. Nous étions, comment dire, des femmes de caractère. Mais nous nous admirions mutuellement. La moustache de Poirot frémit. Ah, l'admiration. Le plus dangereux des sentiments entre rivaux. Ses lèvres tremblaient. « Tu me crois jalouse ?» Le sourire de Poirot était bienveillant mais tranchant. La jalousie, madame, n'est pas un crime, mais elle peut servir de toile de fond au crime. Il passa à autre chose avant qu'elle puisse répondre, la laissant rouge et tremblante. Major Litons fut ensuite son tour. Il soutint le regard de Poirot avec cette lassitude défiante, propre aux hommes qui ont connu à la fois les champs de bataille et les tabloïds. « Vous me croyez capable d'empoisonner une femme ?» dit-il en riant brièvement. « Je vous crois capable de beaucoup de choses, Major, » répondit Poirot d'un ton suave. « Du courage, de la ruse, du silence. Dites-moi, avez-vous aimé Lady Beaumont ?» La question le frappa de plein fouet. Pendant un instant, Lytton resta silencieux, puis haussa les épaules d'un air bourru. « Je l'admirais, comme n'importe quel homme. Mais l'amour, c'est un mot dangereux. »« En effet, » murmura Poirot, « et pourtant, vos yeux, lorsque vous avez posé votre regard sur sa chaise au petit déjeuner, exprimaient le regret. » Le major serra les dents. « Vous interprétez trop les regards, Poirot. La guerre apprend à un homme à cacher ce qu'il a dans le cœur. » Poirot inclina la tête. « La guerre, oui, mais l'amour est un autre champ de bataille, n'est-ce pas ? Et quand un soldat perd en amour, il lui arrive parfois de tirer une dernière balle. » Lytton se leva brusquement.
Ça suffit, tes manigances. Je te l'ai dit, je n'ai rien à voir avec sa mort. Poirot leva calmement la main. Peut-être pas. Mais si vous me le permettez, quand avez-vous vu Lady Beaumont vivante pour la dernière fois? Après le dîner, vers 10 heures. Elle est montée à l'étage. Je suis allé fumer avec Harper. Poirot esquissa un sourire. Et vous ne l'avez pas revue plus tard? Près du lac, peut-être? L'expression du major s'est brièvement figée. Un instant de trop. Poirot l'a remarqué et n'a rien dit. Poirot se tourna ensuite vers Dr Harper. Le médecin gardait un calme quasi parfait, mais son regard évitait celui de Poirot. Docteur, vous avez été le premier à toucher le corps, dit Poirot. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Qu'elle était partie, dit Harper d'un ton neutre. Rapidement, le poison a fait son effet, presque instantanément. En effet, pourtant vous êtes médecin. Vous devriez savoir faire la différence entre une dose avalée volontairement et une dose administrée sournoisement. Laquelle était-ce? Le docteur Harper hésita. Cela aurait pu être l'un ou l'autre. Il n'y avait aucun signe de lutte. Ah, dit Poirot d'une voix douce, aucune résistance. Cela en dit long. Il s'approcha. Et vous, docteur, vous appréciez Lady Beaumont, n'est-ce pas? Peut-être même que vous la protégez. Je la respectais, dit Harper sèchement. Elle était intelligente, cultivée, solitaire. Son mari me faisait pitié. Dommage, murmura Poirot. Encore une émotion qui peut devenir dangereuse. Vous l'avez vue la veille de sa mort? Oui. Elle se plaignait de maux de tête. Je lui ai prescrit du repos. Poirot acquiesça. Et vous, peut-être, lui avez fourni les sédatifs qui se trouvaient dans son armoire? Harper se raidit. Bien sûr. Le regard de Poirot était inflexible. Alors, docteur, vous aviez accès à tous les médicaments de cette maison, y compris le cyanure destiné aux insectes nuisibles de la serre. Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. La voix d'Harper, lorsqu'elle se fit entendre, était glaciale. Vous m'accusez? Poirot sourit. Non, je ne fais que rassembler les pièces du puzzle. Parfois, le médecin doit s'examiner lui-même autant que le patient. Finalement, Poirot se tourna vers Clara Stanton. Elle était assise, tremblante, au bord du canapé, les yeux cernés de fatigue. « Mademoiselle, dit Poirot d'une voix douce, vous teniez beaucoup à Lady Beaumont, n'est-ce pas? Oui, murmura-t-elle. Elle a été gentille avec moi. Poirot acquiesça. Et pourtant, on perçoit de la peur dans vos yeux. Dites-moi, s'est-elle confiée à vous avant de mourir? Clara entr'ouverte les lèvres. Un peu. Elle a dit qu'elle en avait assez des mensonges, que la maison elle-même était empoisonnée. Ah, une métaphore des plus révélatrices, murmura Poirot. Parlait-elle du mot trouvé dans son bureau? Clara secoua la tête. Non, mais elle a mentionné le lac. Elle a dit que l'eau gardait mieux les secrets que les gens. Poirot la regarda pensivement. Et vous, mademoiselle Clara, étiez-vous dehors ce soir-là? Elle hésita. J'ai cru entendre son appel. Je suis allé sur le palier, mais je n'ai vu personne. Plus tard, à son retour, elle m'a dit d'oublier ce que j'avais entendu. L'expression de Poirot s'adoucit. Vous avez obéi par loyauté. Oui. Et maintenant vous le regrettez. La voix de Clara s'est brisée. Oui. Poirot lui toucha doucement la main. Courage, mademoiselle, la vérité est proche. Une fois parti, Poirot resta planté là, dans le salon vide. L'horloge tic-taquait doucement. Dehors, un corbeau croassa une fois dans le brouillard. Il s'approcha de la cheminée et examina les portraits qui l'ornaient. Les ancêtres Beaumont, le regard hautain et la bouche glaciale. « Ah, murmura-t-il, quelle fierté dans cette famille! Quelle vanité! Même morte, Lady Beaumont affiche un sourire comme pour se moquer de tous. » L'inspecteur Graves revint discrètement. « Alors, qu'en pensez-vous, Poirot ?» Le regard de Poirot restait fixé sur les portraits. « C'est un jeu de miroir, mon ami. Chaque suspect reflète un fragment de vérité, et pourtant aucun ne dévoile son vrai visage. La fausse piste laissait présager la passion. À présent, je vois quelque chose de plus froid. Ce meurtre n'est pas né de l'amour, il est né du calcul. » Graves fronça les sourcils. « Vous avez quelque chose ?»« Oui, quelque chose, » dit Poirot d'une voix douce. « Une petite fissure dans le masque. Quelqu'un ici a commis une erreur, même s'il ne le sait pas encore. » Il se détourna du feu, les yeux brillants de certitude. « La psychologie de la culpabilité, mon ami, c'est le fil le plus fragile qui soit. Tirez dessus à peine, et tout l'édifice se défait. » Dehors, le brouillard se dissipa, laissant apparaître la faible silhouette du lac. Poirot l'observa avec une intensité contenue. « Ce soir, murmura-t-il, la donne va changer. Quelqu'un va passer à l'action. » Chapitre 5. La seconde ombre. La pluie commença juste avant minuit. D'abord douce,
Elle murmurait contre la vitre comme le souffle d'un secret. Poirot se tenait près de la fenêtre de sa chambre d'amis, son reflet fantomatique sur la vitre sombre. L'orage semblait avoir réveillé la vieille demeure. Chaque couloir gémissait, chaque volet grinçait, comme si Beaumont Hall elle-même s'agitait sous ces siècles de mensonges. Il observait le lac scintiller faiblement sous le voile de pluie. Ce même lac où Lady Beaumont avait souvent marché, seule, ses pensées dissimulées sous son élégante sérénité. L'esprit de Poirot, méthodique et toujours précis, repassait sans cesse en revue ces dernières heures à la recherche du seul détail qui manquait encore. Derrière lui, un coup frappé interrompit sa concentration. « Entrez, dit-il doucement. L'inspecteur Graves entra, son manteau ruisselant. Il avait l'air épuisé, ses bottes couvertes de boue. « Nous avons encore inspecté les lieux, marmonna-t-il. Rien de nouveau. Sauf... » Il hésita, fronçant les sourcils. « Sauf que quelqu'un était passé par là cette nuit. Des empreintes fraîches près du hangar à bateau. » Poirot se retourna brusquement. « Par ce temps ?» Graves acquiesça. « Oui, c'est trop délibéré pour être un accident. Quelqu'un s'est éclipsé après le dîner. » Poirot fronça les sourcils. « Et vous les avez suivis ?»« J'ai essayé, le sentier mène vers l'eau, mais la pluie l'emporte. Qui que ce soit, il savait où aller. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Bon. » Puis l'étau se resserre. Il se retourna vers la fenêtre, la voix basse. « Le meurtrier retourne sur les lieux du crime, il y a toujours une raison, du remords ou un besoin de réconfort. » Il prit sa canne, dont la poignée argentée étincelait comme un miroir miniature. « Viens, Graves. Ce soir, nous allons faire une petite promenade. » Les deux hommes traversèrent le couloir, en silence, leurs pas résonnant sur le sol de marbre. La plupart des occupants de la maison étaient couchés, mais une faible lueur persistait sous une ou deux portes. Le regard de Poirot s'attarda un instant sur la chambre de Clara Stanton, puis sur celle du docteur Harper. Toutes deux semblaient éveillées. Dehors, la pluie s'était refroidie, fendant le brouillard en fines raies implacables. L'air était imprégné d'une odeur de feuilles humides et de fer. Ils se dirigèrent vers les jardins où les rosiers frissonnaient sous le vent. Le parapluie de Poirot le protégeait à peine de l'averse, mais cela ne semblait pas le déranger. Son regard était fixé droit devant lui, scrutant chaque surface scintillante à la recherche du moindre signe de faiblesse. Lorsqu'ils atteignirent encore en Orne le hangar, à bateau, la tempête s'était apaisée et une bruine fine tombait. La porte était entr'ouverte et grinçait doucement à chaque rafale de vent. Graves Zeus leva sa lanterne dont la lueur jaune inonda l'intérieur. Au premier abord, la scène paraissait ordinaire. Des rames soigneusement empilées, une corde enroulée, une légère odeur d'huile et de décomposition. Mais le regard de Poirot fut attiré par quelque chose près du plancher, une lueur blanche sous le banc. Il se pencha avec précaution pour le récupérer. Un fragment de dentelle, déchiré, humide, d'une fragilité indéniable. Il le tint entre ses doigts. « De la dentelle, murmura-t-il. Fort, si fine qu'elle ne pouvait appartenir qu'à une dame. » Grave fronça les sourcils. Cela pourrait-il provenir de la robe de Lady Beaumont ? Non, dit Poirot. Cette dentelle est propre, fraîche. Lady Beaumont est dans sa tombe depuis 3 nuits. Le regard de l'inspecteur s'assombrit. Alors quelqu'un d'autre est venu ici ce soir. Poirot hocha lentement la tête. Oui, et la question, mon ami, est pourquoi ? Il s'avança jusqu'au bord du quai, son regard parcourant la surface noire du lac. L'eau ondulait légèrement, troublée par la pluie foraisienne. Puis, un instant, un mouvement fugace sous la surface. Quelque chose de pâle. Poirot se pencha. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Elle avait disparu avant que Graves ne puisse la voir. Un simple jeu de lumière, peut-être. Ou quelque chose de bien plus sinistre. Poirot se redressa, le visage impassible. « Venez, inspecteur, rentrons. Il n'y a plus rien à gagner ici ce soir, mais beaucoup à perdre si le meurtrier perçoit nos soupçons. » Ils rentrèrent à la maison, trempés et silencieux. La grande horloge du hall sonna 1 heure. L'esprit de Poirot était en éveil, tissant des liens invisibles entre chaque indice. La dentelle, les empreintes de pas, le vagabond de minuit. La vérité se cachait quelque part dans ce réseau, mais lorsqu'il entra dans le salon, une nouvelle surprise l'attendait. Clara Stanton était assise près du feu, les yeux grands ouverts et rouges d'avoir pleuré. Elle sursauta à leur entrée. « Monsieur Poirot, Dieu merci, je n'arrivais pas à dormir. J'ai entendu quelque chose, un cri, dehors ?» Poirot s'approcha d'elle doucement. « Un cri, mademoiselle. Dites-moi exactement ce que vous avez entendu. »
C'était faible, près des jardins, comme quelqu'un qui appelait au secours. J'ai cru que j'imaginais quelque chose, mais ensuite, elle hésita, serrant son châle contre elle. Puis j'ai vu une lumière bouger près du lac. Je le jure. Graves et Poirot échangèrent un regard. Poirot parla doucement, presque pour lui-même, un cri, une lumière, et maintenant la dentelle. La nuit apporte ses confessions. Il se tourna vers Clara d'un ton rassurant. Vous avez bien fait de me le dire, mademoiselle. Vous êtes courageuse, même si votre cœur tremble. Elle baissa les yeux, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. J'ai si peur. Depuis sa mort, j'ai l'impression qu'elle est encore là. Qu'elle me regarde. Le regard de Poirot s'adoucit. Peut-être, mais pas par colère. Parfois, les morts murmurent seulement pour que la vérité puisse être entendue. Clara se mit alors à sangloter doucement, et Poirot fit signe à Graves de la laisser tranquille. Ils se retirèrent, refermant doucement la porte derrière eux. Dans le couloir, ils ont failli percuter le docteur Harper. Il était pâle, sa robe de chambre nouée à la hâte, le regard empreint d'inquiétude. « Inspecteur, dit-il rapidement, que signifie ce trouble? J'ai entendu des voix. » Graves se hérissa. « Nous pourrions vous poser la même question, docteur. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir à cette heure-ci » Harper se raidit. « Je lisais. La pluie m'a réveillé. » Poirot s'approcha, étudiant le visage du médecin avec un calme inquiétant. « Et pourtant, docteur, vos bottes, elles sont humides ?» Le médecin cligna des yeux, pris au dépourvu. « Je suis allé voir les quartiers des domestiques. L'un d'eux ne se sent pas bien. »« Ah !» dit Poirot d'une voix douce. « Une noble mission à 1 heure du matin. » Leurs regards se croisèrent. Un instant, l'atmosphère devint pesante. Harper détourna le regard la première. « Vous vous accrochez à des chimères, Poirot. Je suis au service des vivants, pas des morts. Alors vous devez me pardonner, répondit Poirot d'un ton suave. Car parfois, les morts servent la vérité. » Le médecin n'ajouta rien. Il se retourna brusquement et s'éloigna, ses pas résonnant dans le couloir. Graves soupira. « Il ment. Vous avez vu son visage ?» L'expression de Poirot était indéchiffrable. « Oui, mais les mensonges sont comme les oignons, mon ami. Ils font pleurer, mais seulement lorsqu'on les épluche couche par couche. » Il se dirigea vers sa chambre. « Nous allons dormir un peu maintenant. Demain, le meurtrier se révélera, non par hasard, mais par nécessité. » Mais Beaumont Hall ne dormait pas. Quelque part, derrière l'une de ces nombreuses portes closes, une lame de parquet grinça. Une silhouette se déplaça dans l'obscurité, prudente, déterminée. Le faible éclat du métal capta la lueur de la bougie, une clé qui glissait dans une serrure. La porte s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur se trouvait un petit bureau. Des papiers soigneusement rangés, une enveloppe scellée à la cire, le même monogramme que celui qui figurait sur la lettre de Lady Beaumont. La main trembla, puis saisit l'enveloppe. Elle fut jetée dans le feu, se roula en noir, avant de disparaître en cendres. Dehors, le tonnerre grondait sur la lande. Poirot, dans son lit, remua légèrement, l'esprit toujours en éveil. « Ta » murmura-t-il à moitié endormi. « Vous bougez enfin, mon ami, mais moi aussi je vous observe. » La pluie redoublait d'intensité contre les fenêtres, comme si la nature elle-même exigeait des aveux. Et au cœur de Beaumont Hall, la seconde ombre s'allongeait. Silencieuse, patiente, attendant que l'aube révèle ce que la nuit avait si soigneusement dissimulé. Chapitre 6. Le masque tombe. Le matin arriva à contre-cœur à Beaumont Hall. L'orage était passé, laissant derrière lui une fine brume qui s'accrochait aux pelouses comme un voile. Le lac, immobile et gris, ne reflétait que le ciel pâle. Dans le salon, le feu s'était éteint, mais une légère odeur de fumée, vestige de la pluie nocturne, persistait. Un rappel de secret, consumé, mais non oublié. Hercule Poirot était déjà levé, assis à la table du petit déjeuner avec la précision d'un horloger. Ses toasts étaient coupés en carrés égaux, son café versé à moitié dans la tasse. En face de lui, l'inspecteur Graves avait l'air fatigué et irritable, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil. « Vous allez devenir fou avec cette commande, Poirot, » marmonna-t-il en piquant ses œufs. Ici, c'est le chaos, des empreintes, des mensonges, de la dentelle, et maintenant des papiers disparus. On a trop d'éléments et aucune idée de ce qui se passe. La moustache de Poirot frémit d'amusement. « Ah, mais il y a... » « Et c'est un tableau, mon ami, mais tu l'as regardé de trop près. Prends du recul, observe comment les lignes s'entrelacent.
Graves fronça les sourcils. Vous parlez du docteur, alors? Il se comporte bizarrement depuis le début. Il sort la nuit, ses bottes qui sont mouillées, et il est très colérique. Poirot sirota son café. Le docteur Harper cache quelque chose, oui, mais la culpabilité, mon cher Graves, revêt bien des visages. La peur, la honte, voire l'amour. Lequel, je me demande, est le sien? Avant que Graves ne puisse répondre, le majordome entra discrètement. « Monsieur Poirot, mademoiselle Stanton souhaite vous dire un mot, si cela ne vous dérange pas. » Poirot se leva aussitôt. « Cela me fait très plaisir. » Il trouva Clara Stanton, qui l'attendait dans la bibliothèque, les yeux cernés par le manque de sommeil. La lumière du matin caressait doucement son visage pâle, tandis qu'elle tordait un mouchoir entre ses mains. « Monsieur Poirot, commença-t-elle, d'une voix légèrement tremblante, je dois vous dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Poirot inclina la tête. « Bien. Le trop tard est un ennemi que je n'aime pas. » Elle hésita, puis parla d'une traite. « Hier soir, j'ai menti. Ce n'était pas seulement une lumière que j'ai vue près du lac. J'ai vu une personne. Un homme. » L'expression de Poirot resta inchangée. « Vous êtes bien courageuse de dire cela maintenant, mademoiselle. Et qui était cet homme? » « Je ne voyais pas son visage, murmura-t-elle, mais il était grand, large d'épaules. Il portait un manteau sombre et se déplaçait comme s'il savait exactement où il allait. Vers le hangar à bateau. » Elle hocha la tête. Poirot plissa les yeux. « Et vous n'avez réveillé personne? » J'ai eu peur. J'ai pensé que ça pouvait être Sir Reginald. Il est étrange depuis la mort de Lady Beaumont. Parfois je l'entends parler tout seul, dans sa chambre. Le regard de Poirot s'adoucit, mais son ton resta tranchant. « Aimiez-vous Lady Beaumont, mademoiselle ?» Les larmes montèrent aux yeux de Clara. « Oui, elle a été gentille avec moi. Je lui dois tout. »« Alors vous l'aiderez une fois de plus, » dit doucement Poirot, « car elle ne peut pas parler. Et pourtant, je crois qu'elle essaie. À travers vous. » Elle semblait perplexe, mais Poirot se contenta de sourire. « Une dernière question. Avez-vous remarqué quelque chose qui manquait à son bureau avant sa mort ?» Elle fronça les sourcils. « Oui, une lettre. Elle l'avait écrite la veille de sa mort. Je m'en souviens, car elle l'avait scellée de sa bague sigilière. Elle m'avait dit que c'était important, une histoire de confiance. Mais je ne l'ai jamais revue. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, ah, alors les morts parlent vraiment. Merci, mademoiselle Stanton. Vous m'avez beaucoup apporté. » Alors qu'il se retournait pour partir, Clara tendit la main. « Monsieur Poirot, pensez-vous que le meurtrier frappera de nouveau ?» Il s'arrêta à la porte. « S'ils ont déjà brûlé une vérité, dit-il doucement, ils pourraient bientôt craindre la seconde. » L'après-midi apporta un calme fragile à la maison, mais sous cette apparente quiétude se cachait une tension sourde. Sir Reginald arpentait les couloirs avec agitation, aboyant sur les domestiques, réclamant des cigares et marmonnant à propos de ses avocats. Le docteur Harper restait cloîtré dans son bureau, porte verrouillée. Madame de la Croix peignait avec frénésie dans la véranda, affirmant que cela l'aidait à oublier la mort. Poirot, quant à lui, recherchait la solitude. Il arpentait lentement le parc, sa silhouette menue fendant la brume comme une pensée précise. Son esprit rangeait les faits comme on range les pièces d'une horloge. Lady Beaumont avait été empoisonnée au cyanure. Le verre lui appartenait, l'acte était prémédité. Tous les suspects avaient un mobile, tous en avaient eu l'occasion. Mais l'un d'eux avait commis une erreur humaine. Toujours, Poirot murmura, c'est dans le plus petit geste que la vérité se révèle. Il s'arrêta près de la roseraie où un jardinier taillait les épines. Son regard se posa sur un petit objet à demi enfoui dans la terre humide, un bouton cassé, d'un blanc nacré auquel était encore attaché un fil. Il se pencha, le ramassa et esquissa un sourire. Tiens, même dans la boue, un indice s'obstine à être trouvé. Il le fit tourner entre ses doigts, il était cher, sculpté à la main. Et légèrement parfumé, au parfum de Lady Beaumont. Poirot le mit dans sa poche et retourna à la maison. Le soir venu, le salon avait réuni sa galerie habituelle de personnages mal à l'aise. Sir Reginald buvait à outrance, arpentant le salon devant le feu. Madame de la Croix fumait en silence, les yeux plissés vers les flammes. Le docteur Harper se tenait à l'écart, le visage impassible, tandis que Clara, assise dans un coin, serrait les poings. Poirot entra, chacun de ses mouvements délibérés. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous sommes 7 âmes dans cette maison, et pourtant l'une d'entre elles est déjà morte. Il est temps de parler non de chagrin, mais de vérité. » Sir Reginald laissa échapper un rire sec. « La vérité, vous croyez la trouver ici? Ma femme était folle. Elle s'est saoulée jusqu'au désespoir.
Poirot le regarda d'un air modéré. Et pourtant, elle a souri, n'est-ce pas, sir Reginald, une expression curieuse pour exprimer le désespoir. Peut-être a-t-elle trouvé la paix, lança Reginald sèchement. Elle en avait marre de tout ça. De nous tous. Poirot s'approcha. Ou peut-être souriait-elle parce qu'elle connaissait son meurtrier, parce qu'elle souhaitait, à cet instant final, nous le dire. Un silence pesant et tremblant s'installa, le feu crépitait doucement. Le regard de Poirot parcourut la pièce. Quelqu'un d'ici est allé au lac hier soir. Quelqu'un a brûlé une lettre, les derniers mots de Lady Beaumont. Je ne dis pas encore qui, mais je le dirai bientôt, car dans tout crime, le coupable ne peut résister au mouvement. Il doit tact, même lorsque le silence aurait pu les sauver. Madame Delacroix expira une bouffée de fumée. Et si vous vous trompiez, monsieur Poirot? Et si cette dame s'était suicidée? Poirot se tourna vers elle, les yeux brillants. Alors je me trompe, madame. Mais dites-moi, pourquoi votre mouchoir en dentelle a-t-il une déchirure si semblable au fragment que j'ai trouvé près du hangar à bateau? Les lèvres de l'artiste s'entr'ouvrirent. Je l'ai perdu il y a des jours. Perdu, répéta Poirot à voix basse. Où parti? Le docteur Harper s'avança brusquement, la voix tranchante. C'est absurde. Vous poursuivez des chimères pendant que la réputation d'une femme se pourrit sous les ragots. Poirot esquissa un sourire. Et pourtant, docteur, ce n'est pas sa réputation que je crains, c'est la vôtre. Pendant une fraction de seconde, le visage d'Harper se décolora. Il se reprit vite, mais Poirot l'avait remarqué. Le léger tremblement de peur, la culpabilité instinctive. Il s'inclina légèrement. Pardonnez-moi, docteur, je parle trop librement, mais bientôt le brouillard se dissipera. Excusez la métaphore. Et le meurtrier ne trouvera aucun refuge, pas même dans la bonté. Poirot se tourna vers la porte. Bonsoir à tous, dormez bien si vous le pouvez. Plus tard dans la nuit, Poirot regagna sa chambre. Il déposa le bouton cassé à côté du morceau de dentelle déchiré et d'un morceau de papier plié, le testament de Lady Beaumont, qu'il avait discrètement obtenu du notaire l'après-midi même. L'encre était passée, mais le nom au bas du document était encore lisible. Il sourit intérieurement. Alors, c'est votre dernier geste, Lady Beaumont. Vous avez modifié votre testament 2 jours avant votre mort. Dehors, le tonnerre gronda de nouveau, lointain mais menaçant. Poirot regarda le lac par la fenêtre. Son reflet se perdait, faiblement, sur l'eau sombre. Dans chaque mascarade, murmura-t-il, le masque doit tomber. Et quand il tombe, mon ami, je verrai le visage qui se cache en dessous. Il éteignit la lampe. La maison retomba dans un silence pesant, retenant son souffle avant l'orage qui ne manquerait pas de suivre. Chapitre 7. Le deuxième crime. Le lendemain matin, l'atmosphère était lourde et étouffante, comme si la tempête s'était brièvement interrompue. La lumière grise qui filtrait à travers les fenêtres de Beaumont Hall avait la pâleur du deuil, et même les domestiques se déplaçaient en silence, le visage blême d'inquiétude. Quelque chose d'intangible avait changé pendant la nuit. L'impression que la maison elle-même attendait des aveux qui ne viendraient en jamais. Poirot descendit le grand escalier avec sa précision habituelle, sa canne tapotant rythmiquement le marbre. Il n'avait pas dormi longtemps, pourtant ses yeux étaient vifs et perçants comme une lame affûtée. Le temps de l'observation silencieuse touchait à sa fin. Bientôt, il le savait, le meurtrier agirait de nouveau. Ils agissaient toujours ainsi sous l'emprise de la peur. L'inspecteur Graves l'accueillit dans le couloir, un télégramme à la main et le visage grave. « Il vient du médecin légiste, dit-il. Il confirme que le poison était du cyanure, comme nous le pensions. La dose était élevée, l'effet a été instantané. Mais ce n'est pas tout. » Il hésita. Poirot haussa un sourcil. « N'ayez pas peur, mon ami. La vérité, comme la médecine, est amère, mais nécessaire. » Grave, son Pevais, soupira. Ils ont aussi trouvé des traces de laudanum. Cela signifie que Lady Beaumont était déjà droguée avant d'ingérer le poison. Quelqu'un voulait la rendre calme, docile. La moustache de Poirot tressaillit. Ah, quel soin! Une telle considération, un tel calcul. Faire taire son esprit avant que son cœur ne cesse de battre. Cela, inspecteur, n'est pas l'œuvre de la passion, mais de la préparation. Ils se dirigèrent vers la salle du petit déjeuner. L'atmosphère était tendue, chargée d'accusations tacites. Sir Reginald, assis en bout de table, fixait son assiette intacte. Madame Delacroix fumait nonchalamment près de la fenêtre, le regard absent. Clara Stanton servait le thé d'une main tremblante. Le docteur Harper arriva en dernier, le visage pâle, les yeux cernés par l'épuisement. Poirot les salua tous d'un sourire aimable qui ne trompa personne. « Bonjour mes amis, j'espère que vous avez tous bien dormi. »
Personne n'a répondu. Ah, le silence, murmura Poirot. Le silence est toujours une chose dangereuse. Il laisse l'esprit vagabonder et la culpabilité chuchoter. Sir Reginald frappa la table du poing. Ça suffit, Poirot. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ces insinuations incessantes sont insupportables. Poirot inclina légèrement la tête. Patience, Sir Reginald. Même la plus belle tapisserie ne révèle son motif que lorsque le dernier fil est tissé. Avant que Reginald puisse répondre, une agitation se fit entendre dans le hall. On entendit des pas précipités, un cri, puis la voix de la servante, aiguë, tremblante, terrifiée. Poirot et Graves échangèrent un regard et se précipitèrent dehors. Le spectacle qui s'offrit à eux leur glaça le sang. Le docteur Harper gisait au pied de l'escalier, le corps tordu, une tache sombre s'étendant sous sa tête. Un verre brisé se trouvait à côté de lui. L'odeur était sans équivoque, celle des amandes amères. Poirot se pencha rapidement et examina le corps. « Trop tard, murmura-t-il. Il est mort. » Graves jura entre ses dents. « Encore du poison. Que Dieu nous vienne en aide, Poirot. Cette maison est maudite. » Poirot se leva lentement, le visage impassible. « Non, mon ami. Pas de malédiction. Un contrôle. Quelqu'un a déplacé une pièce sur l'échiquier. » Il se tourna vers les badauds, rassemblés dans l'embrasure de la porte. Sir Reginald, pâle et tremblant. Clara, la main à la bouche. Madame Delacroix, les yeux écarquillés mais étrangement calmes. Le regard de Poirot les balaya tous. Une mort peut être qualifiée de tragédie. 2, mes amis, 2 est une stratégie. En milieu de matinée, le hall était plongé dans un ordre sinistre. Le corps avait été transporté au bureau, le gendarme du quartier appelé, et les autres membres de la maisonnée interrogés une nouvelle fois. La pluie était revenue, tambourinant doucement contre les fenêtres, comme si la nature elle-même cherchait à étouffer l'horreur qui régnait à l'intérieur. Poirot se tenait près de la cheminée et parlait à voix basse avec Graves. « C'était encore du cyanure, avez-vous dit ?» Graves acquiesça. Même odeur, même réaction rapide, mais cette fois, le verre était le sien. Il s'était versé un verre moins de 10 minutes auparavant. « Oh, voilà qu'au !» dit Poirot d'une voix douce. Et pourtant, il n'était pas idiot. Il savait ce que le poison pouvait faire. Pourquoi aurait-il bu dans sa propre main s'il n'était pas convaincu que c'était sans danger? Vous pensez que quelqu'un l'a échangé? Poirot acquiesça. Mais oui, ou peut-être lui avait-on fait croire que c'était inoffensif. Un geste d'ami sans doute, une paix après les soupçons. Il se retourna, jetant un coup d'œil aux autres personnes, assises à proximité. Clara restait figée sur sa chaise, le regard absent. Sir Reginald avait enfoui son visage dans ses mains. Madame Delacroix, toujours élégante, s'essuyait les yeux, mais observait Poirot à travers son voile de chagrin. Poirot s'approcha d'elle doucement. « Madame, vous aviez une affection particulière pour le docteur ?» Elle leva les yeux, les lèvres légèrement tremblantes. C'était un homme bon. Trop bon, peut-être. Il se souciait de tout le monde, même de ceux qui ne le méritaient pas. L'avez-vous vu ce matin ? Oui. Il est venus me voir avant le petit déjeuner. Il a dit... Elle hésita, puis soupira. Il a dit qu'il en avait assez des secrets. Le regard de Poirot s'aiguisa. Des secrets m'a déjà fait, madame? Les siens ou ceux d'un autre? Je pense que les deux. Il s'inclina légèrement. Merci. Vous m'avez été d'une grande aide. Alors qu'elle se détournait, le regard de Poirot se posa sur sa manche. Il manquait un bouton de nacre. Il esquissa un léger sourire. Tiens, comme c'est curieux. Dans l'après-midi, l'inspecteur Graves avait terminé son examen du bureau. Aucune trace de lutte, rapporta-t-il. Il est clair que la boisson a été droguée avant qu'il ne la touche. Mais nous ignorons quand et par qui. Le regard de Poirot se porta sur la fenêtre, où la pluie traçait de fines lignes sur la vitre. Je pense que c'était après le petit déjeuner, le meurtrier a saisi une occasion, rapide, silencieux, efficace. Harper était devenu un danger. Graves fronça les sourcils. Vous voulez dire qu'il savait quelque chose? Poirot hocha lentement la tête. Oui. Il avait commencé à y voir plus clair. Lady Beaumont s'était peut-être confiée à lui, ou bien il avait découvert la vérité par hasard, il aurait voulu parler, et pourtant il avait été réduit au silence. Il se tapota le menton. Mais encore du poison, toujours du poison. Notre meurtrier préfère l'élégance à la violence. Cela en dit long sur son état d'esprit. Ce n'est pas une brute, ni une créature impulsive, c'est un esprit qui valorise le contrôle, l'apparence, la subtilité. Quelqu'un comme Lady Beaumont en personne, murmura Graves. Poirot esquissa un sourire.
ou quelqu'un qui a vécu trop longtemps dans son ombre. À ce moment précis, on frappa bruyamment à la porte. Le majordome entra, pâle comme un parchemin. Monsieur Poirot, Sir Reginald vous demande de vous présenter. Il insiste sur l'urgence. Le bureau de Sir Reginald était faiblement éclairé, les rideaux tirés. Il était assis derrière son bureau, une carafe de brandy à moitié vide à côté de lui. Ses yeux étaient injectés de sang, son expression désespérée. Poirot, commença-t-il d'une voix rauque, je ne les ai pas tués. Aucun des deux. Vous devez me croire. Poirot joignit soigneusement les mains. Convainquez-moi, Sir Reginald. La voix de l'homme se brisa. Evelyne allait me ruiner. Elle avait découvert la vérité sur mon entreprise. Gresham et moi avions tout perdu. Elle menaçait de me dénoncer. Mais je le jure, je ne lui ai jamais voulu de mal, je l'ai supplié d'attendre, de me laisser réparer mes erreurs. Et le docteur Harper? Reginald hésita. Lui aussi le savait. Il avait trouvé une de ses lettres carrossières à Gresham. Il disait que cela prouvait qu'elle comptait me quitter et emporter le reste de la fortune. Mais il refusait de me la montrer. Il disait qu'il vous le dirait à vous. Poirot se pencha légèrement en avant. Êtes-vous allé le voir ce matin? Reginald resta silencieux un instant. Oui, je l'ai fait. Mais il était déjà mort à mon arrivée, je le jure. Le regard de Poirot ne faiblit pas. Si vous mentez maintenant, Sir Reginald, même la vérité vous fuira. Choisissez vos mots avec soin. Reginald enfouit son visage dans ses mains. Je ne mens pas. Poirot resta longtemps silencieux, puis d'une voix calme, nous verrons bien. Cette nuit-là, tandis que la pluie redoublait et que la maison sombrait dans un silence pesant, Poirot était assis seul dans la bibliothèque. Devant lui, disposés avec précision, se trouvaient pas que les indices, la dentelle déchirée, le bouton cassé, la lettre manquante, le testament et maintenant le second verre empoisonné. Chaque élément était un murmure. Ensemble, ils formaient une voix. Il regarda le portrait de Lady Beaumont au-dessus de la cheminée. Ses yeux peints arboraient non ce même sourire discret et entendu, celui qu'elle avait conservé même après sa mort. « Vous le saviez, n'est-ce pas ?» murmura Poirot. « Vous connaissiez bien votre meurtrier, peut-être même lui aviez-vous pardonné. C'est pourquoi vous souriez. » Un léger bruit attira son attention, un craquement sur le palier. Poirot tourna légèrement la tête, à l'écoute. Quelqu'un bougeait, dans le couloir. Il se leva silencieusement et se dirigea vers la porte. Dans la pénombre, il aperçut une ombre qui filait, la même silhouette qu'il avait entrevue près du lac. Poirot suivit. La silhouette descendit vers la cave, une bougie vacillante à la main. Poirot garda ses distances, chaque pas silencieux. Arrivé en bas, l'étranger s'arrêta devant un petit coffre verrouillé. La lueur de la bougie illumina son visage juste assez longtemps pour que Poirot puisse le voir, et ses yeux s'écarquillèrent sans qu'il ne dise un mot. « Alors » murmura-t-il, « c'est toi ?» La silhouette se retourna brusquement, surprise, et la bougie tomba, éteinte. L'obscurité engloutit la pièce. Puis on entendit des pas précipités s'éloigner vers le haut, et Poirot, le cœur calme malgré la poursuite, murmura dans l'obscurité « La partie est presque terminée, mon ami. Mais maintenant je sais. » Chapitre 8. L'indice caché de Poirot. Le lendemain matin apporta un calme fragile, cette immobilité trompeuse qui suit l'orage. La pluie avait cessé, mais le ciel restait bas et lourd, voilé de nuages qui semblaient peser sur Beaumont Hall comme une main invisible. À l'intérieur, la maison s'animait à contre-cœur, comme épuisée par ses propres secrets. Poirot, impeccable comme toujours malgré la nuit blanche, était assis dans le petit salon avec une tasse de café noir et épais. Son regard ne se posait pas sur la fenêtre, mais sur le petit morceau de papier taché d'eau qu'il avait récupéré sur le sol de la cave après sa poursuite de la nuit précédente. C'était la seule trace laissée par l'ombre, petit, déchiré, mais marqué d'un détail crucial. Une simple lettre, écrite d'une encre élégante, E.T. Il le retourna pensivement entre ses doigts. Et pour Evelyne, ou peut-être pour autre chose. Un indice petit mais délibéré, murmura-t-il. Quelqu'un veut faire preuve d'intelligence, et pourtant il oublie. Pour Hercule Poirot, il n'y a pas de coïncidence. On frappa doucement à la porte, interrompant ses pensées. C'était Clara Stanton. Elle entra timidement, le visage pâle, les yeux rougis par les larmes. « Monsieur Poirot, commença-t-elle, d'une voix tremblante, je n'arrivais pas à dormir. J'entendais des pas dans le couloir toute la nuit. J'ai cru que c'était à cause de l'orage, mais quand j'ai regardé, quelqu'un se dirigeait vers la cave. Poirot la regarda attentivement. Et avez-vous vu qui c'était, mademoiselle ? Elle hésita, se tordant les mains. Non,
seulement la lumière d'une bougie, mais j'ai pensé peut-être que c'était toi. Poirot sourit doucement. Non, mademoiselle, il semble toutefois que nous ayons tous deux été témoins du même pèlerinage nocturne. Clara fronça les sourcils, perplexe. Vous voulez dire... Poirot leva la main. Chut! Ne parlons pas trop vite. Dites-moi plutôt pourquoi, toi éveillé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Puis, doucement, elle dit J'avais peur. Depuis la mort de Lady Beaumont, j'ai une sensation très étrange, comme si elle n'avait pas quitté cette maison. Le regard de Poirot s'adoucit, mais son ton demeura ferme. Mademoiselle, les fantômes ne sont que les échos de la culpabilité, et ce ne sont pas les morts qui nous hantent, mais les vivants. Elle tressaillit légèrement, le souffle coupé. Avant qu'elle puisse réagir, l'inspecteur Graves entra brusquement. Poirot, il s'est passé quelque chose à la bibliothèque. Vous feriez mieux de venir. La bibliothèque était sombre et froide, bien que le feu couvrât encore faiblement dans l'âtre. Sir Reginald se tenait près de la cheminée, le visage blême. Madame Delacroix était assise à son bureau, les yeux rivés sur un document. Gravelèche le tendit à Poirot. « C'est une lettre, dit l'inspecteur, trouvée sur le bureau à l'instant. On dirait qu'elle vient du docteur Harper. » Poirot le déplia délicatement. L'écriture était bien celle de Harper, soignée, légèrement inclinée, précise. Le contenu, en revanche, était bref. À celui ou celle qui trouvera ceci, sachez que j'ai fait la paix. Je ne peux plus supporter le poids du mensonge. La vérité éclatera, et avec elle la justice. Pardonnez-moi. Ci-dessous, la signature, Henry Harper. Poirot plissa les yeux. Tiens. Le médecin avoue, mais trop facilement. Grave fronça les sourcils. Vous pensez que c'est un faux ? Poirot tapota légèrement la page. Regardez la pression de la plume, irrégulière. L'encre n'est pas de sa marque habituelle, et le ton... Ah, ce n'est pas du remords, mais de l'imitation. Il tourna la feuille vers la lumière, remarquant de légères traces de doigts. On a voulu nous faire croire que le docteur Harper s'était suicidé, mais aucun homme qui se suicide au cyanure ne s'arrête pour écrire un mot de repentir philosophique. C'est du théâtre. Sir Reginald demanda d'une voix rauque. Alors quelqu'un l'a planté ? Exactement. Poirot plia soigneusement la lettre. Le meurtrier devient audacieux et imprudent. La peur le fait trembler. Madame Delacroix se leva brusquement. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi laisser un tel mot s'ils avaient déjà réduit Harper au silence ? Poirot la regarda fixement. Parce que, madame, ils voulaient pas mal fermer le livre, tirer le rideau, mais hélas, ils ont tourné une page de trop. Elle soutint son regard, son expression indéchiffrable. Et tu crois savoir de qui il s'agit ? Poirot esquissa un sourire. Je sais, presque. Cet après-midi-là, Poirot demanda à nouveau à toute la maisonnée de se réunir au salon. La tension était palpable, l'air était lourd de suspicion. Dehors, le vent s'était levé à nouveau et les branches frappaient aux vitres comme des doigts impatients. Poirot se tenait près de la cheminée, les mains jointes derrière le dos. « Mes amis, commença-t-il doucement, la tragédie de Beaumont Hall n'est plus un mystère de passion, mais un dessein. Il y a des schémas, toujours des schémas. Il suffit d'avoir la patience de les déchiffrer. » Il balaya la pièce du regard, s'attardant un instant sur chaque visage. Nous avons déploré 2 décès, Lady Beaumont, empoisonnée, et le docteur Harper, également. Mais un 3e crime reste à évoquer. Clara eut un hoquet de surprise. Un 3e. Poirot acquiesça. Oui, le vol de la vérité. Quelqu'un a dissimulé des preuves qui expliqueraient tout. Une lettre, la dernière correspondance de Lady Beaumont, écrite la nuit de sa mort. Elle est toujours portée disparue. La voix de Sir Reginald se brisa. « Vous pensez je l'a-t-il pris ?» Poirot leva la main. « Non, Sir Reginald. Pour une fois, votre culpabilité est seulement morale, et non criminelle. » L'homme s'affaissa de soulagement, bien que ses yeux se soient bien remplis de honte. Poirot poursuivit, d'un ton plus incisif. « Mais il y en a un parmi nous qui redoutait plus que tout cette lettre. Un qui ne pouvait tolérer que son contenu soit lu. Un qui a tué pour préserver une illusion. » Madame Delacroix se leva, le visage blême. « Monsieur Poirot, c'est absurde. Vous parlez comme si nous étions tous des conspirateurs. » Poirot inclina la tête. « Peut-être pas tous, madame. Mais vous, au moins, n'êtes pas étrangère à la tromperie. » Le silence se fit dans la pièce. « Voyez-vous, poursuivit Poirot, hier soir j'ai suivi une silhouette jusqu'à la cave. Là, par hasard, ou par destin, j'ai trouvé ceci. » Il brandit le morceau de papier marqué d'une seule lettre. « Eut
Il s'agit d'un fragment de document brûlé. Le reste, je crois, a été détruit dans ce petit coffre que vous avez visité. Les yeux de madame Delacroix s'écarquillèrent. Vous m'avez espionné? Vous avez bien noté, madame. Il y a une différence. Vous avez cherché à détruire ce qui restait de la lettre de Lady Beaumont, mais vous n'êtes pas responsable de sa mort. Clara laissa échapper un petit cri étouffé. Alors qui? Poirot se retourna, et son regard se posa sur la seule personne qui était restée silencieuse tout au long de l'incident, le majordome de Sir Reginald, M. Haynes, qui se tenait discrètement près de la porte. « Anne, Poirot said gently. Would you come here, s'il vous plaît ?» L'homme hésita, les mains crispées. « Bien sûr, monsieur. » La voix de Poirot s'adoucit. « Vous lui étiez fidèle, n'est-ce pas ?»« À Lady Beaumont. » Anne hocha lentement la tête. « Elle était gentille avec moi, gentille avec nous tous. Et pourtant, poursuivit Poirot, vous avez aidé son mari à dissimuler ses dettes. Vous avez transporté des lettres pour elle, vous en avez trop vu. Et lorsqu'elle a découvert votre rôle dans sa fraude, elle a menacé de tout révéler. » Le visage de Haynes devint blanc. « Ce n'est pas vrai ?» Poirot leva la main. « Ne le niez pas. Le docteur a appris la même vérité, et c'est pourquoi il est mort. Vous craignez qu'il parle, vous l'avez réduit au silence, comme vous l'avez fait pour elle. » Le majordome respirait par à-coups superficiels. « Vous n'avez aucune preuve. » Poirot sourit doucement. « Ah, mais oui. Sur le verre où le docteur a bu, il y a votre empreinte digitale, N. Une seule empreinte, floue mais indubitable. Vous lui avez servi à boire. Vous lui avez servi la mort. » Un murmure étouffé parcourut la pièce. Haynes trembla. Perdant toute maîtrise de lui-même, elle allait tout gâcher. Le maître, il était déjà brisé. Elle était cruelle. Toujours cruelle. Je voulais juste l'arrêter. Le regard de Poirot exprimait à la fois pitié et fermeté. Et vous êtes ainsi devenu son juge. Mais vous avez oublié, monsieur. Les morts ne peuvent être réduits au silence éternellement. Haynes s'est affalé sur une chaise, le visage caché dans ses mains. Je ne visais pas le médecin, je voulais juste qu'il se taise, juste le temps que la vérité s'estompe. Poirot se tourna vers Graves. « Inspecteur, vous avez vos aveux, emmenez-le. » Tandis que Graves emmenait l'homme brisé, l'orage éclata de nouveau à l'extérieur, le tonnerre résonnant dans la vieille maison. Poirot se retourna vers les autres, le visage grave. « Mes amis, la justice ne vient pas de la vengeance, mais de la compréhension. Pourtant, elle a toujours un prix. » Il jeta un dernier coup d'œil au morceau de papier déchiré qu'il serrait toujours dans sa main. « La lettre E, murmura-t-il. E comme Evelyne, E comme fin. » Il soupira doucement, puis rajusta sa cravate. « Mais non, ce n'est pas tout à fait la fin. Il reste encore une vérité à découvrir, le secret que Lady Beaumont a emporté dans sa tombe. » Sur ces mots, Poirot quitta le salon, sa silhouette menue, s'estompant dans le couloir sombre tandis que le tonnerre grondait au-dessus de leur tête et la maison de Beaumont retint son souffle une fois de plus. Chapitre 9. Le secret de la volonté. L'orage, cette nuit-là, semblait s'éterniser. Il fit rage jusqu'à l'aube, fouettant les fenêtres de Beaumont Hall, comme si la nature elle-même cherchait à purifier la demeure de ses péchés. Quand enfin le matin arriva, il était pâle, humide et étrangement vide, comme si toute vitalité avait quitté le domaine. Les domestiques s'activaient silencieusement, les yeux baissés. Le poids des aveux de Haynes planait encore comme une brume pesante. Poirot, pourtant, semblait insensible à l'atmosphère. Assis à la table du petit déjeuner avec un calme détaché, sa serviette soigneusement pliée à côté de lui, il sirotait son chocolat comme si les événements de la nuit précédente n'avaient été qu'un désagrément mineur. Hastings, arrivé par le premier train après avoir appris la convocation de Poirot, le dévisageait avec incrédulité. « Je le jure sur mon âme, Poirot, » s'exclama Hastings. « Vous vous comportez comme si la soirée d'hier n'était qu'une simple représentation théâtrale. » Poirot s'essuya délicatement les lèvres. « Mon ami, toute vie est un théâtre. La question est simplement de savoir si l'on connaît le texte. » Hastings fronça les sourcils. « Vous voulez dire que vous saviez depuis le début que Haynes était coupable ?» Les yeux de Poirot pétillèrent légèrement. « Je soupçonnais c'est lui, Hastings. Ce ne sont pas ses actes qui l'ont trahi, mais son inaction. Le serviteur parfait, certes, mais la perfection elle-même est suspecte. Nul n'est sans erreur, sauf celui qui s'en dissimule. » Hastings soupira. « Enfin, c'est fini maintenant, non ? N a avoué. L'affaire est close. »« Non, mon ami. » Poirot posa sa tasse d'un ton calme et définitif. « L'affaire est loin d'être close. Il reste encore la question du testament de Lady Beaumont. »« Le testament ?» Hastings parut perplexe. « Mais cela a sûrement été réglé.
Sir Reginald hérite de tout. Exactement, dit Poirot d'une voix douce. Pourtant, Lady Beaumont n'était pas une sotte. Aurait-elle, connaissant les dettes de son mari, ses infidélités et sa dépendance à son égard, tout laissé entre ses mains? Je ne le crois pas. Il se pencha en arrière, les doigts joints en pyramide. Non, Hastings, il existe quelque part une autre version, un document qui change tout. La question est, qui le détient? Plus tard dans la matinée, Poirot et Hastings rencontrèrent Sir Reginald dans son bureau. L'homme paraissait épuisé, le visage émacié et pâle. Le seigneur de Beaumont Hall, jadis si fier, n'était plus que l'ombre de lui-même, sa fortune ternie, sa maisonnée brisée. Poirot, commença-t-il d'une voix lasse, je ne saurais vous dire à quel point je regrette ce qui s'est passé. Les aveux de Haynes, c'est insupportable, il a été avec nous pendant 20 ans, un homme bien, pensai-je. Poirot inclina la tête. Un homme loyal, peut-être. Mais la loyauté, monsieur, peut devenir un poison dangereux lorsqu'elle est mêlée au désespoir. Sir Reginald hocha la tête d'un air sombre. Vous avez raison. Mais si cela ne vous dérange pas, je préférerais ne plus en parler. Mon notaire s'occupera de la succession. Ah, dit Poirot d'une voix douce. Le domaine. Vous faites référence, je présume, à l'héritage prévu par le testament de Lady Beaumont. Sir Reginald se raidit. Oui, bien que je n'ai pas encore vu le document final, mon avocat le conserve à Londres, on me l'a lu une fois, il y a des années. Poirot haussa légèrement les sourcils. Il y a des années, et vous êtes certain qu'aucune modification n'a été apportée depuis? L'homme hésita. Elle a peut-être changé quelque chose. Evelyne était... Enfin, elle avait le don des surprises. Mais elle ne m'aurait pas déshérité complètement. Le regard de Poirot s'aiguisa. N'aurait-elle pas dû? Voyez, monsieur, elle avait repris sa correspondance avec son notaire peu avant sa mort. Nous en avons trouvé la preuve parmi ses écrits, et pourtant aucun nouveau testament n'a été produit après son décès. Une lueur de peur traversa le visage de Sir Reginald. Vous pensez que quelqu'un l'a détruit? Je pense, dit Poirot d'une voix douce, que quelqu'un a fait en sorte que cela ne parvienne jamais à la lumière du jour. Il se leva en enlevant une peluche de sa manche. Si vous m'excusez, monsieur, j'aimerais revoir le bureau de Lady Beaumont. Le bureau se trouvait dans le salon privé de la défunte dame, un magnifique meuble en palissandre orné de dorures. L'air y était froid et immobile. Un léger parfum de lavande persistait, comme si l'esprit de son ancienne occupante refusait de partir. Poirot passa une main gantée sur la surface, ses yeux suivant les fines éraflures laissées par des papiers arrachés à la hâte. « Remarquez, Hastings, murmura-t-il, la disposition des taches d'encre, fraîches, pas vieilles, de plusieurs mois. Elle a écrit quelque chose ici la nuit de sa mort. » Hastings se pencha en avant. Mais qu'a-t-elle bien pu écrire? Poirot esquissa un sourire. Une confession, ou un cadeau, les deux peut-être. Il ouvrit les tiroirs un à un, méthodiquement. Chacun était parfaitement rangé, sauf celui du bas à gauche, qui résistait légèrement lorsqu'on le tirait. Avec une précision délicate, Poirot le retira entièrement et inspecta le compartiment intérieur. Là, entre le panneau arrière et le cadre, quelque chose de fin et de plié était coincé. Il l'extirpa avec précaution. « Ah, dit-il doucement, un secret dans un secret. C'était une enveloppe scellée à la cire, portant les initiales EB et une date, la nuit même de sa mort. » Poirot examina attentivement le sceau. Intact, constata-t-il avec satisfaction. Le testament de Lady Beaumont, peut-être. Avant qu'il puisse l'ouvrir, la porte grinça. Clara Stanton se tenait là, pâle et tremblante. « Monsieur Poirot, murmura-t-elle, vous ne devez pas lire cela. »« Oh, vraiment, mademoiselle. Et pourquoi pas ?» Ses yeux brillèrent de larmes, parce que cela détruira Sir Reginald. Poirot la regarda longuement d'un regard indéchiffrable. Et pourtant, n'est-il pas déjà trop tard pour la clémence? Elle s'avança, les mains jointes. « Vous ne comprenez pas. Elle me l'a dit, Lady Beaumont m'a tout dit, elle allait modifier son testament. Non pas pour le punir, mais pour le protéger. Elle voulait léguer le domaine à l'œuvre de charité qu'elle avait fondée, tout en assurant un avenir à Sir Reginald. Elle disait qu'il ne supporterait jamais la honte de savoir à quel point elle méprisait sa vie de mensonge. » La voix de Poirot s'adoucit. « Et pourtant, c'est elle qui a écrit ceci. » Clara respirait plus vite. Elle a dit qu'elle le scellerait et l'enverrait à Londres le lendemain matin. Mais cette nuit-là, elle était morte. Hastings fronça les sourcils. « Vous voulez dire que la lettre n'a jamais été postée ?»
Clara hocha la tête d'un air misérable. J'ai vu Haynes entrer après son départ. Il portait un plateau. Je n'y ai pas prêté attention. Si j'avais su... Les yeux de Poirot s'illuminèrent soudain. Alors le mobile n'était pas seulement l'argent, mais aussi l'orgueil. Il brisa délicatement le sceau et déplia la lettre. L'écriture était sans aucun doute celle de Lady Beaumont, élégante, posée, mais légèrement tremblante, comme écrite sous la contrainte. À mon avocat, monsieur. Langton ? Si jamais il m'arrivait quelque chose avant que cette lettre ne vous parvienne, sachez que j'ai modifié mon testament. Le domaine de Beaumont Hall sera désormais placé sous la tutelle de la Fondation Beaumont pour les enfants orphelins. Sir Reginald recevra une rente annuelle de 5000 livres. Ma décision, aussi douloureuse soit-elle, est définitive. La vérité sur les dettes et les comptes falsifiés de mon mari doit un jour éclater au grand jour. S'il conteste cela, les documents joints parleront d'eux-mêmes. Évelyne Beaumont. Poirot le lut 2 fois, l'air grave. Mon Dieu, c'était bien ce que je pensais. La dame souhaitait le protéger, mais pas cautionner ses mensonges. Clara se couvrit le visage. Elle n'avait jamais voulu que ça se termine comme ça. Poirot replia la lettre. Personne ne le fait jamais, mademoiselle. Pourtant, un simple geste, retarder l'envoi du courrier, peut décider du sort de nombreuses vies. Il glissa le document dans la poche de sa veste. Nous devons le montrer aux autorités. La justice l'exige. Mais alors qu'il se retournait peintre pour partir, une voix venant de l'entrée les arrêta. Sir Reginald se tenait là, le visage pâle, mais les yeux brûlants d'un calme étrange. « Inutile, dit-il doucement. J'ai tout entendu. » Poirot inclina légèrement la tête. « Alors vous comprenez ce que cela signifie. » Le sourire de Reginald était forcé. « Oui, cela signifie que ma femme a été plus clémente que je ne le méritais. Elle m'a vu tel que j'étais, et a malgré tout cherché à me sauver de la ruine. » Il s'avança et tendit la main. « Donnez-moi la lettre, Poirot. Laissez-moi la détruire, comme elle l'aurait souhaité. » Poirot plissa les yeux. « Non, monsieur, elle avait une confiance en la vérité plus grande que vous ne le pensez. La détruire maintenant reviendrait à la trahir une fois de plus. » Pendant un long moment, les deux hommes se fixèrent du regard. Puis les épaules de Sir Reginald s'affaissèrent. Il se détourna, la voix brisée. « Alors faites ce que vous devez. Le nom de Beaumont mourra avec moi. » Poirot le regarda partir, une ombre de tristesse traversant son visage. « Non, monsieur, » murmura-t-il doucement. « Ce n'est pas le nom qui meurt, c'est l'illusion. » Il baissa les yeux une dernière fois sur l'enveloppe scellée, dont la cire était craquelée et décolorée, et murmura « La dernière volonté de la dame, le dernier sourire, en effet. » Tandis qu'il rangeait soigneusement la lettre dans son étui, le tonnerre gronda de nouveau faiblement au loin, un grondement doux et persistant, comme un écho du fantôme de Lady Beaumont elle-même. Chapitre 10. Le rassemblement final. Le soir tomba sur Beaumont Hall, dans un calme feutré, seulement troublé par le craquement occasionnel des vieilles planches du parquet et le léger sifflement du vent sous les avant-toits. À la demande de Poirot, toute la maisonnée était réunie au salon, faiblement éclairée par la lueur d'un feu doux et d'un unique lustre. Une tension palpable régnait, comme si la demeure elle-même attendait que ses secrets soient dévoilés. Sir Reginald était assis raide comme un piquet dans son fauteuil, près de la cheminée, le regard baissé. Madame Delacroix, élégante, était perchée sur un canapé, les mains sagement posées sur ses genoux, mais ses yeux se posaient nerveusement sur Poirot. Clara Stanton se tenait près de la fenêtre, le visage pâle mais résolu, et l'inspecteur Graves, appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, attendait que Poirot prenne la parole. Même les domestiques restaient à distance, l'air méfiant. Poirot entra discrètement, sa canne claquant doucement sur le parquet ciré. Il marqua une pause, observant la scène d'un œil méticuleux. « Mes amis, commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire, ce soir, nous allons démêler tous les fils qui, jusqu'à présent, sont restés éparpillés à Beaumont Hall. Le temps de la patience est révolu. L'heure de la vérité a sonné. » Sir Reginald releva brusquement la tête. « Alors parlez, Poirot. Dites-nous qui a tué ma femme et le docteur et pourquoi. » Poirot inclina la tête, un léger sourire se dessinant sous sa moustache soigneusement taillée. « Patience, monsieur. Tout sera révélé en son temps. Mais revenons d'abord sur les événements qui nous ont menés jusqu'ici. » Il traversa lentement la pièce, son regard passant d'un visage à l'autre, comme si chaque regard était une pièce de puzzle à examiner. Lady Évelyne Beaumont était une femme d'une intelligence et d'une clairvoyance extraordinaires. Elle voyait ce que vous ne vouliez pas voir, la tromperie, la cupidité et la peur masquées par les apparences, et elle souriait. Son dernier sourire n'était pas de la joie,
mais d'une compréhension sereine. Elle connaissait le cœur de tous ceux qui l'entouraient. Madame Delacroix se redressa légèrement, les lèvres serrées. Le regard de Poirot se posa sur elle. « Vous êtes perspicace, madame. Vous avez compris que Lady Beaumont en savait bien plus que vous ne le pensiez. Vous croyez que votre art, votre sang-froid et vos petites manœuvres suffiraient à dissimuler la vérité. Mais même l'élégance ne peut masquer la culpabilité. » Le visage de la femme se crispa, mais elle ne dit rien. Poirot poursuivit, imperturbable. « Sir Réginald Beaumont, vous étiez un homme orgueilleux et vaniteux. Vos dettes et vos secrets auraient pu ruiner votre vie sans la clémence de votre épouse. Elle cherchait à vous protéger, même si elle méprisait vos choix. Pourtant, la peur a poussé certains à la violence. L'un d'entre vous craignait que son testament ne réduise à néant l'illusion de contrôle que vous entreteniez. Les mains de Sir Réginald tressaillirent, mais il resta silencieux. Poirot marqua une pause, puis brandit l'enveloppe pliée, la lettre scellée contenant le testament de Lady Beaumont. Ce document, mes amis, révèle la vérité. Il visait à préserver la justice et à protéger les innocents. Et pourtant, même après sa mort, la prévoyance de Lady Beaumont a laissé des indices pour l'observateur attentif. Il se tourna vers Clara Stanton. « Mademoiselle, vous étiez présente à des moments que les autres n'ont pas vus. Vous avez observé Haynes se déplacer dans la nuit, et c'est votre témoignage, combiné à des indices subtils, qui m'a permis de reconstituer le déroulement des événements. » Clara hocha la tête, les yeux écarquillés. « Oui, monsieur Poirot, je l'ai vu, mais je n'avais pas compris jusqu'à présent. » Le regard de Poirot se posa sur Haynes, immobile près de la porte. L'homme avait été ramené de détention pour cette réunion, les mains tremblantes. La voix de Poirot était douce mais ferme. « Monsieur Haynes, vous avez été loyal envers Lady Beaumont pendant de nombreuses années, mais la loyauté s'est muée en peur et la peur en crime. Vous avez empoisonné le docteur Harper parce qu'il en savait trop. Vous avez causé la mort de Lady Beaumont par négligence et vous avez cherché à détruire la lettre qui aurait révélé votre rôle dans cette supercherie. » Le visage de Haynes se décomposa. « Je l'ai fait pour protéger Sir Reginald. Je n'ai jamais voulu... » Poirot secoua lentement la tête. « L'intention n'absout pas les conséquences, monsieur. En agissant en secret, vous êtes d'office devenu juge, jury et bourreau. Et pourtant, l'acte final, la conservation de la lettre de Lady Beaumont, révèle la vérité. » Graves s'avança, la voix basse. « Poirot, vous pouvez l'arrêter maintenant. » Poirot inclina la tête. « Oui, inspecteur. Mais d'abord, la leçon doit être claire pour tous. Observez le comportement humain. La peur se dissimule derrière la loyauté, et la tromperie arbore un masque amical. Les coupables ne peuvent résister à l'impulsion d'agir, et ce faisant, ils se trahissent dans les moindres détails. » Il ouvrit l'enveloppe avec précaution, laissant la lumière du feu illuminer le parchemin délicat. Le testament de Lady Beaumont confirme que la succession est placée sous la tutelle de la Fondation Beaumont pour les enfants orphelins et Sir Reginald se voit accorder une modeste rente. La justice, tempérée par la clémence, est ainsi rendue. Haynes a tenté de dissimuler la vérité, mais cette lettre prouve qu'on ne peut se soustraire éternellement à sa conscience. Haynes s'est effondré à genoux, le visage caché dans ses mains. « Je voulais seulement le protéger. Je le jure. » Poirot le regarda avec un mélange de pitié et de sévérité. « Votre peur a mené au meurtre, monsieur. Et maintenant, vous devez répondre de vos actes. » Sir Reginald, étonnamment calme, s'adressa à Poirot. « Vous aviez raison, bien sûr. Elle a tout fait pour me protéger, même de moi-même. Et pourtant, je vous dois beaucoup aussi pour avoir découvert la vérité avant que d'autres vies ne soient perdues. » Madame Delacroix, prenant enfin la parole, murmura « Il semble que tout ait été révélé. » Poirot inclina la tête. « Pas toutes, madame, car les plus grandes vérités ne se trouvent ni dans les documents, ni dans les aveux, mais dans le cœur humain. Chacun d'entre vous doit maintenant réfléchir à ses actes, à ses motivations et à leurs conséquences. C'est là la justice ultime, celle qui ne peut être décrétée. » Clara Stanton s'avança, les mains jointes. « Monsieur Poirot, l'héritage de Lady Beaumont sera-t-il en sécurité ?» Poirot esquissa un sourire. « Rassurez-vous, mademoiselle, car la vérité ne peut être détruite ni par la peur, ni par des mains tremblantes. Même dans la mort, Lady Beaumont nous a guidés vers la justice. » Il se tourna vers la cheminée et déposa délicatement l'enveloppe sur le manteau, symbole de conclusion et de révélation. « Et maintenant, mes amis, je vous quitte. Mais souvenez-vous, le cœur humain est un labyrinthe. On peut s'y perdre, mais les petites cellules grises, si on les utilise à bon escient, peuvent éclairer le chemin.
Hastings, qui était resté silencieux jusque-là, secoua la tête, admiratif. Poirot, la façon dont vous démêlez tout cela, c'est incroyable. Chaque détail, chaque geste, tout avait son importance. Poirot inclina poliment la tête. Merci Hastings. L'observation, la réflexion et surtout la compréhension de la nature humaine. Voilà les outils du détective. On ne peut précipiter la justice, ni se laisser tromper par les apparences. Le silence régnait dans la maison, tandis que Poirot ramassait son manteau et sa canne. Même Sir Reginald et Madame Delacroix semblaient abattus, songeant à l'écheveau complexe de secrets qui les avait liés jusqu'alors. Clara Stanton s'attarda un instant, puis hocha légèrement la tête avec respect. Poirot s'arrêta à la porte. « Souvenez-vous, mes amis, la justice peut tarder, mais elle n'est jamais absente, et parfois les morts nous guident mieux que les vivants. » Sur ces mots, il s'engagea dans le couloir, sa canne résonnant rythmiquement sur le sol, puis disparut dans la nuit, laissant Beaumont Hall à son silence empreint d'inquiétude. L'orage était passé, mais l'écho du dernier sourire de Lady Beaumont persistait en chaque recoin, un rappel subtil que même dans la mort, la vérité demeure. Chapitre 11. La révélation et la justice. Le lendemain de la dernière réunion, le ciel était clair et froid, et la lumière du soleil inondait le domaine de Beaumont Hall d'une clarté vive et implacable. L'orage était entièrement passé, laissant le domaine baigné d'une lumière pâle, presque austère. L'air était vif, chargé d'une légère odeur de terre humide et du bruissement discret des feuilles mortes. À l'intérieur de la maison, cependant, régnait un silence pesant, car les événements des nuits précédentes avaient marqué à jamais les âmes qui y vivaient. Poirot parcourait les couloirs d'un pas délibéré, sa canne tapotant légèrement le parquet ciré. Il avait de nouveau convoqué tous les principaux intéressés, insistant sur le fait que la journée ne prendrait fin que lorsque toute la vérité serait enfin révélée. En entrant dans le salon, il observa attentivement chacun, Sir Reginald, toujours pâle et hanté par la conscience de sa ruine imminente, Madame Delacroix, dont l'élégance semblait désormais fragile, un masque dissimulant l'incertitude, Clara Stanton, imperturbable mais méfiante, et l'inspecteur Graves, attentif et vigilant. Poirot commença d'une voix douce mais autoritaire. « Mes amis, nous avons été témoins d'une tragédie, d'une tromperie et d'une peur profonde. 2 vies ont été fauchées, l'une par la peur et le calcul, l'autre par l'ignorance d'une loyauté mal placée. Pourtant, la vérité ultime ne réside ni dans la peur ni dans la culpabilité, mais dans la lucidité. Il est temps que tout soit révélé. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles imprégner la pièce. La première victime, Lady Evelyn Beaumont, n'a pas été choisie au hasard. Sa mort fut méticuleusement planifiée, certes, mais nullement par vengeance ou pour son propre profit. C'est Haynes, poussé par la peur pour Sir Reginald, qui assura sa mort en altérant la substance qu'elle avait ingérée. Son intention était de neutraliser, non de tuer. Pourtant, le mélange s'avéra fatal. Haynes n'a pas agi par malice, mais par une loyauté mal placée, et pour cela, il est le seul à devoir répondre. Haynes, qui se tenait près de la porte, s'effondra légèrement, les mains tremblantes. « Je voulais seulement le protéger, » murmura-t-il, la voix brisée. Le regard de Poirot s'adoucit, tout en restant sévère. « En effet, monsieur, et ce désir, noble dans l'intention, s'est révélé destructeur dans l'action. On ne peut se soustraire à la vérité, même lorsqu'on prétend protéger autrui. » Il se tourna ensuite vers l'Assemblée. Le second décès, celui du docteur Henry Harper, fut une autre conséquence de la peur. Le docteur, observateur et intelligent, avait commencé à percer à jour la supercherie que Haynes s'efforçait de perpétuer. Il avait compris la manipulation, il avait perçu le danger. En tentant d'intervenir, on lui offrit une boisson empoisonnée. Une boisson qu'il croyait sans danger, mais soigneusement coupée par la même personne qui avait empoisonné Lady Beaumont auparavant. Une manœuvre calculée pour préserver le secret, désormais dévoilé. L'inspecteur Graves hocha la tête d'un air sombre. N était donc responsable des 2 morts ? Poirot inclina la tête. Oui, mais il n'a pas agi seul. Ses actes étaient dictés par les chevaux de secret qui entouraient Beaumont Hall. Chacun d'entre vous a contribué, consciemment ou non, à la peur qui a engendré ces tragédies. Il s'approcha ensuite de Sir Reginald. « Monsieur, votre rôle dans cette affaire, bien qu'involontaire quant au préjudice direct, est indéniable par son influence. Vos dettes, vos dissimulations, votre orgueil, tout cela a créé les conditions propices à l'essor de la peur qui ont permis de croire que le meurtre était nécessaire pour vous protéger. Voici la vérité, silencieuse mais inéluctable. »
le cœur humain, sans défense, attire le malheur. Sir Reginald baissa les yeux, déglutissant difficilement. Je vois, et pourtant, la dernière lettre de Lady Beaumont préserve la dignité de tous, même la mienne. Elle m'a protégé tout en corrigeant ce qui n'allait pas. Poirot hocha gravement la tête. Exactement, monsieur. La justice, tempérée par la clémence, est souvent plus complexe qu'une simple punition. Son testament garantit que le domaine sera utilisé à bon escient et que les coupables seront tenus responsables, mais proportionnellement à leurs actes. Il s'adressa ensuite à Madame Delacroix. Madame, votre rôle, sans être criminel, était celui d'une observatrice. Vous avez beaucoup remarqué, beaucoup déduit, et par une manipulation subtile, vous avez tenté d'influencer le cours des choses. Votre art était un masque, mais les masques sont transparents à ceux qui étudièrent la nature humaine. Vous devez vous souvenir que l'élégance n'efface pas la culpabilité, même lorsque les actions sont indirectes. Les lèvres de Madame Delacroix se pincèrent en une fine ligne, et elle inclina la tête en signe d'acquiescement silencieux. Le regard de Poirot se posa finalement sur Clara Stanton. « Mademoiselle, vous avez fait preuve d'une honnêteté et d'un courage sans faille. Vos observations sur Haynes, votre compréhension des intentions de Lady Beaumont m'ont apporté des éclairages que même moi, je n'aurais pu obtenir sans votre témoignage. La vérité se cache souvent dans les plus petits détails, et vous y avez été attentive. Pour cela, je vous admire. » Clara hocha légèrement la tête, les mains jointes devant elle. « Merci, monsieur Poirot. Je n'ai fait que mon possible pour que justice soit faite. » Poirot esquissa un sourire. « Et maintenant, la justicia, c'est déjà fait. » Il sortit de sa mallette la lettre scellée de Lady Beaumont et la présenta au groupe. Cette lettre confirme ses dernières décisions, son dernier sourire immortalisé par une planification méticuleuse. Elle témoigne de son intelligence, de sa clairvoyance et de son sens de la justice. Elle préserve Sir Reginald de la ruine, confirme ses intentions charitables et révèle la culpabilité qui a conduit aux morts que nous pleurons. S'adressant à l'inspecteur Graves, Poirot déclara « Vous prendrez Haynes en charge. En même septième, assurez-vous qu'il comprenne la nature de ses crimes et les circonstances atténuantes liées à l'intention. La loi doit concilier la punition et la compréhension, et la vérité, enfin, doit être consignée dans toute sa clarté. » Graves inclina la tête. « Cela sera fait, monsieur Poirot. » Poirot s'adressa ensuite à l'assemblée. « Mes amis, que cette journée soit une leçon. Le cœur humain est compassionnant et complexe, capable de miséricorde et de cruauté, d'amour et de peur, souvent à parts égales. Il ne suffit jamais de juger sur les apparences. Nos petites cellules grises, notre capacité de raisonnement et de réflexion doivent nous doivent nous guider si nous voulons nous orienter dans le labyrinthe de la nature humaine sans succomber à ses dangers. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles résonner. Ainsi, la maison de Beaumont, bien que marquée par les épreuves, n'est plus un lieu de secret. La vérité brille désormais de mille feux, telle la lumière du soleil, sur le givre hivernal. Nous avons observé, nous avons raisonné et nous avons agi. La justice, dans sa quiétude et sa détermination, est accomplie. Sir Reginald se leva, la voix douce mais assurée. « Poirot, votre perspicacité a sauvé le peu d'honneur qui me reste. Je ne peux que vous remercier de vos conseils et de votre patience. » Poirot inclina la tête, un léger sourire aux lèvres. « Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, monsieur. C'est la vérité elle-même, qui subsistera toujours au-delà de nos peurs, de nos erreurs, et même de notre amour. » Il se retourna pour partir, sa canne claquant une dernière fois sur le sol. Clara Stanton hocha discrètement la tête, Madame Delacroix lui lança un regard mesuré, et Sir Reginald laissa transparaître une longue expression de gratitude et de mélancolie. Même le personnel de maison observa le détective s'éloigner avec un mélange d'admiration et de soulagement, sentant que la longue ombre qui planait sur leur demeure commençait enfin à se dissiper. Lorsque Poirot atteignit le hall et ouvrit la porte pour sortir, le soleil matinal perça complètement les nuages, inondant la pelouse d'une lumière éclatante. L'air était frais, embaumé par l'odeur de la terre mouillée par la pluie et le léger parfum des roses du jardin. Poirot marqua une pause et inclina légèrement son chapeau. « Adieu, mes amis, » dit-il doucement. « Souvenez-vous, l'esprit est notre plus grand atout et le cœur humain, le labyrinthe, le plus périlleux. Protégez-les tous d'eux avec soin, et maintenant je vous quitte, avec pour seule satisfaction la certitude que justice a enfin été rendue. » Sur ces mots, Poirot s'éloigna sur l'allée de gravier, la silhouette précise et sereine, quittant Beaumont Hall.
le manoir demeurait silencieux, et pourtant ses murs semblaient maintes plus légers, le poids des secrets enfin levé. Dans ce silence, on pouvait presque percevoir l'écho d'un sourire, le dernier sourire de Lady Beaumont, comme un rappel que même dans la mort, la lucidité, la raison et la justice triompheraient. Chapitre 12. Épilogue et réflexion. Beaumont Hall avait retrouvé un calme paisible. La tempête des derniers jours s'était enfin apaisée, laissant derrière elle un air d'automne vif qui bruissait à travers les arbres comme un doux soupir. Le domaine semblait moins oppressant à présent, comme si la révélation de la vérité avait levé un lourd voile. Les domestiques se déplaçaient avec une aisance mesurée, leurs expressions empreintes de retenue, mais de soulagement, chacun portant à sa manière le poids de la réflexion. Poirot avait passé la matinée à s'assurer que tous les détails des cahiers étaient réglés. Haynes avait été officiellement placé en garde à vue par l'inspecteur Graves, son attitude mêlant résignation et culpabilité persistante. Sir Reginald, bien que troublé par les révélations, paraissait plus pensif que vaincu, commençant discrètement à réfléchir à la manière d'honorer la générosité de Lady Beaumont. Madame Delacroix s'était retirée dans son atelier, méditant peut-être sur l'interaction entre observation et influence qui avait marqué les récentes tragédies de la maison. Clara Stanton, imperturbable comme toujours, préparait la maisonnée au retour à la routine, ses yeux trahissant une lueur mêlée de tristesse et de soulagement. Poirot se tenait près de la grande fenêtre du salon, contemplant le jardin où les premiers rayons pâles du soleil matinal scintillaient sur les rosiers couverts de rosée. Hastings s'approcha discrètement, tasse de café à la main, et la déposa sur la petite table à côté de lui. « Mon ami, commença doucement Hastings, vous l'avez encore fait. Chaque détail, chaque geste, chaque motif caché, exposé avec une telle précision. Et pourtant, les vies affectées, il semble impossible de démêler entièrement la vérité de la conséquence. » Poirot esquissa un sourire, un coin de sa moustache frémissant d'amusement. Hastings, il est fait les vrais que le cœur humain est complexe, souvent réfractaire à la simplicité de la justice. Mais réfléchissez, nous avons laissé la clarté triompher de la confusion. Les coupables sont tenus responsables, les innocents protégés et les intentions de Lady Beaumont respectées. Voilà, mon ami, l'art de la résolution. Hastings fronça les sourcils, pensif. Et pourtant, la douleur persiste. Le docteur Harper n'est plus. Lady Beaumont n'est plus. Haynes, même s'il doit répondre de ses actes devant la justice, sa loyauté a mené à la tragédie. Poirot acquiesça. Ah, mon ami, c'est là l'éternel paradoxe de notre métier. On ne peut défaire le passé, mais on peut l'éclairer, veiller à ce que les conséquences soient mesurées et que la vérité soit reconnue. On ne peut réparer ce qui est brisé, mais on peut comprendre pourquoi cela s'est brisé. Et la compréhension Hastings est une forme de justice en soi. Il se détourna de la fenêtre, laissant son regard parcourir une dernière fois la pièce. La lettre, son testament, demeure entre les mains des autorités, assurant ainsi la pérennité de sa vision. La vie de Sir Reginald continue, empreinte d'humilité. La maisonnée, bien que transformée, demeure. Et moi, je m'en vais, comme à mon habitude, emportant avec moi la seule satisfaction de savoir que la raison a une fois de plus triomphé du mensonge. Hastings laissa échapper un petit rire, malgré une certaine ombre dans le regard. Vous le présentez comme si c'était si simple, Poirot. Et pourtant, le monde l'est rarement. En effet, Hastings, répondit Poirot d'une voix douce, presque mélancolique. Mais dans ces petits recoins où la fragilité humaine rencontre la raison, nous pouvons créer de petits îlots d'ordre, de petites victoires de justice. C'est tout ce qu'un détective peut espérer. Un silence s'installa entre eux, seulement troublé par le chant lointain d'un oiseau et le bruissement des feuilles dehors. Poirot rajusta son manteau et sa cravate, sa silhouette précise, sereine et inflexible, un modèle de dignité méticuleuse. « Viens, Hastings, dit-il enfin. Le monde t'attend et d'autres labyrinthes restent à explorer. Beaumont Hall restera derrière nous, ses secrets dévoilés, ses fantômes apaisés, mais nous devons continuer, car la justice n'est jamais complète. Elle attend seulement le prochain esprit qui voudra bien la rechercher. » Hastings suivit Poirot qui se dirigeait vers la porte, leurs pas résonnant doucement dans le couloir. Arrivé sur le seuil, Poirot s'arrêta, jetant un dernier regard au hall. « Souvenez-vous, Hastings, dit-il d'une voix empreinte d'une certitude tranquille, la vérité n'est pas seulement ce que nous voyons de nos yeux, mais aussi ce que nous discernons avec notre esprit. Et la miséricorde, lorsqu'elle est guidée par la raison, est la forme la plus élevée de la justice. » Sur ces mots,
Poirot s'avança dans l'air frais d'automne, sa canne tapotant rythmiquement le chemin de gravier tandis qu'il s'éloignait de Beaumont Hall. Le soleil scintillait sur le jardin baigné de rosée, et dans cette lueur éphémère, on aurait presque pu imaginer un doux sourire planer encore sur les lieux, le dernier sourire de Lady Evelyn Beaumont, témoin silencieux de l'ordre rétabli, des vérités révélées et du triomphe discret des petites cellules grises. Beaumont Hall se dressait, silencieux, digne et enfin en paix, témoignant de l'interaction subtile entre la nature humaine, la raison et la justice. Tandis que Poirot disparaissait au loin, le monde sembla un peu plus clair. Le labyrinthe des tromperies humaines, à peine éclairé, laissant à ceux qui restaient méditer sur le profond équilibre entre vérité, miséricorde et conséquence.